Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission en direct qui doit en principe durer 1 heure, mais en principe vous posez toujours tellement de questions qu'on est large et on prévoit plutôt 1h30. Je suis vraiment ravie de vous accueillir au Conservatoire du Littoral, magnifique organisme, et puis je suis magnifiquement accompagnée. Alors, les 3 personnes que vous voyez ont des bureaux au naturel qui sont, comment vous dire, tout le monde aurait envie de travailler dans les bureaux dans lesquels ils travaillent. Alors, je vais les laisser se présenter, je vais juste vous les dire très rapidement. Donc, il y a Pierre, il y a Marie, il y a Alain, et on va commencer par Marie. Raconte-nous dans quel bureau tu travailles. Alors moi, mon bureau, il fait à peu près 1200 hectares et il se situe dans le sud, donc le climat est plutôt clément. C'est les marais du Viguera qui sont en Camargue. Super. Pierre, où es-tu toi? Et alors moi, je suis dans le Calvados et mon bureau, il est multiple en fait. Je m'occupe de 6 sites, alors beaucoup plus petits évidemment que ceux de Marie, mais répartis sur tout le département du Calvados et notamment sur le littoral. Super. Alors, on a gardé celui qui nous énerve en principe pour la fin. Vous allez vite savoir pourquoi il nous énerve. Alain? Alors, moi, c'est Alain. Moi, je suis le délégué outre-mer du Conservatoire du Littoral. Alors, mon bureau, il est ici à Paris, mais j'ai la chance, effectivement, de voyager un peu partout, aux 4 coins du globe, pour aller visiter tous les sites que protège le Conservatoire en outre-mer. Et il y en a plus de 200. Et tu peux nous donner quelques noms, quand même? À La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, donc vous voyez, ça c'est un métier absolument, enfin tous les 3 ont des métiers complètement incroyables. Alors, je vais vous rappeler le principe de l'émission. Donc pendant toute l'émission, vous pouvez poser des questions, puis on commence à les voir arriver, il y en a plein. Il y a plein de bonjours. Alors on vous dit bonjour à tous. Il y a Bjarne à Saint-Pierre, il y a Sonia qui est Muret, Bjarne c'était Saint-Pierre-du-Mont. Bon, on a plein de petits bonjours, on vous salue tous, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous. Alors pendant toute la durée de l'émission, vous pouvez poser des questions. Les questions sont sur l'espace de chat qui se trouve à droite de l'écran. Donc n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à nous mettre le nom de votre classe ou de la ville dans laquelle vous êtes, comme ça on peut aussi vous saluer. Donc n'hésitez pas à interagir puisque vous avez trois intervenants éminemment, très grands sachants qui connaissent la biodiversité sur le bout des doigts, dans leur site et ailleurs. Donc vous allez vraiment avoir l'occasion de pouvoir leur poser plein de questions. Pendant toute la durée de l'émission aussi, on va vous projeter des photos de Pierre, il y a des photos du Viguera, il y a des photos du Conservatoire du Littoral, enfin plein de belles choses pour évoquer la problématique de la biodiversité. Donc je vous rappelle le sujet. Le sujet, c'est comprendre la biodiversité pour mieux la protéger. Et on va commencer en fait par un tout petit voyage photographique, quelques petites photographies qu'on va vous laisser savourer. Qui se passe un petit peu partout en France. Donc voilà, elle commence à défiler sous vos yeux pour se rappeler la magie de ce que peuvent être les espaces naturels et toute la biodiversité qui s'y cache ou qui y trouve refuge. Alors, on est toujours sur un voyage qu'on va commenter tranquillement. Donc, vous y voyez à la fois des espaces naturels, mais aussi on a voulu vous montrer quelques photos qui permettent de voir la faune, la flore. Alors, ce sont quelques tout petits exemples de la variété de ce qui existe. Alors, je vais laisser nos intervenants réagir. À quoi ça vous fait penser déjà, ces premières images? Qu'est-ce que vous voulez dire? D'abord, ça fait rêver parce que c'est beau. Enfin, j'espère que beaucoup partageront cet avis. Et ça nous montre avant tout que ces espaces naturels, ce littoral, sont des milieux vivants. Ce ne sont pas uniquement des plages avec du minéral, c'est des milieux qui sont habités, où le vivant a toute sa place et que le vivant contribue à construire. On voit une vasière, dans chaque petit morceau de vase, ça grouille de vie. Alors il y a des choses qu'on voit facilement, puis il y a des choses où on a besoin d'un microscope pour aller les regarder, mais c'est de la vie partout et c'est de la vie qui façonne ces paysages. Qu'est-ce que vous diriez donc sur vos sites, que ce soit en Normandie ou dans le Viguera? Comment vous présenteriez la biodiversité? Est-ce que la vie se niche absolument partout? Comment ça se passe?
Alors nous, on est un très grand site et on est plutôt connu pour notre diversité ornithologique, donc ça veut dire les oiseaux. Et du coup, effectivement, on a l'impression que ça grouille de vie parce qu'il y a des oiseaux qui s'envolent partout. En fonction des saisons, ils vont beaucoup changer aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, quand on s'approche et quand on regarde simplement dans des petits carrés d'herbe, on a aussi beaucoup d'insectes, beaucoup de tout petits mammifères, des choses comme ça. Donc c'est à toutes les échelles, des gros animaux jusqu'aux tout petits. Est-ce que ça veut dire que la biodiversité, le premier message à passer, c'est peut-être de dire que la biodiversité, elle est absolument partout ? Elle nous environne, elle nous entoure en permanence, et d'autant plus quand on est sur un espace naturel, évidemment. C'est un espace qui est quasiment dédié qu'à la nature. Mais dès qu'on met le pied en dehors d'une maison, eh ben, on est déjà dans un contexte de biodiversité. Alors, d'autant plus quand on va sur nos fabuleux espaces naturels qui sont préservés dans cet objectif-là. Vous pouvez expliquer ce qu'est un espace protégé ? Comment on le définirait ? C'est quoi un espace protégé ? Il a quelle vocation ? Un espace protégé, c'est un espace où on va faire en sorte que la nature puisse se maintenir, puisse continuer à vivre dans de bonnes conditions. On va prendre des précautions, on va adopter certaines règles, effectivement, pour ne pas faire n'importe quoi. De la même façon, quand on rentre dans une maison, parfois on met des patins pour ne pas salir. Quand on rentre dans certains espaces protégés, il y a certaines choses qu'on ne va pas pouvoir faire ou qu'on va devoir faire autrement pour respecter les plantes, les animaux, toutes les espèces vivantes qui sont là et qui ont leur place à cet endroit-là. Mais est-ce que ça veut dire que ce sont des espaces où on laisse de la place, où l'homme doit laisser de la place aux vivants, aux plantes et aux animaux ? C'est des espaces où la priorité est donnée à la nature. L'homme a sa place, bien sûr, il peut venir s'y promener, s'y ressourcer, observer, prendre du plaisir à être là. Mais la nature est prioritaire, donc on peut regarder les oiseaux, mais sans les déranger. On fait attention de ne pas piétiner les nids d'oiseaux qui sont sur la plage. On doit faire attention à tout ce qu'on fait pour ne pas gêner la nature qui s'y trouve. Est-ce que ce sont des espaces où vous aidez le public visiteur à comprendre ce qu'il y a autour d'eux, à se remettre peut-être en contact avec la nature ? Est-ce que ce sont des espaces qui servent à ça ? Pierre, tu dirais quoi ? Évidemment, de toute manière, comme tu l'as dit en introduction, on est des sachants sur les sites, on a la connaissance de ce qui vit, et encore, on est des fois dépassé parce qu'on découvre énormément de choses sur des espaces. Et quand les gens arrivent, ils n'ont pas cette connaissance, et il faut absolument déjà leur ouvrir l'esprit sur la présence de tout ce qui les environne, pour qu'ils puissent les prendre en considération, les respecter, et donc ne pas faire des bêtises. C'est ce qui amène des fois les règlements qu'on a sur les sites, parce que les gens n'ont pas obligatoirement le contact avec les agents qui s'occupent des sites, et qui comprennent que c'est en respectant ces règles, obligatoirement on respecte le site, et donc on se donne la chance de voir toute cette biodiversité. Super. Alors on va commencer à prendre quelques questions. On avait une première question sur qu'est-ce que le littoral ? Alors, on a une première question, qu'est-ce que le littoral ? Oh là là, alors vaste question, mais je pense qu'on a les spécialistes qu'il faut ici. Alors, Alain, c'est toi ? C'est pas si facile de dire ce que c'est que le littoral, mais c'est une zone où la terre rencontre la mer. Donc c'est pas un trait juste sur une carte, c'est une bande qui peut être assez large où la mer va influencer la terre et réciproquement. Qu'est-ce que ça veut dire influencer ? C'est quoi l'influence ? Déjà, il y a la marée qui va pouvoir monter, avancer, reculer. Donc ça, c'est bien sûr une zone qui est sur le littoral, mais souvent la plage, la dune, un ensemble d'espaces naturels qui sont près du rivage et vont être directement influencés par la mer parce qu'il y a, de l'air salé, des embruns salés, par exemple, qui arrivent à cet endroit-là. Et les plantes qui vont s'y développer doivent être adaptées à ces conditions-là. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler des plantes littorales, parce qu'on ne les trouve qu'à proximité de la mer. Alors ça peut être plus ou moins large selon les endroits. Il y a des endroits, moi je travaille en Guyane, où le littoral, il peut bouger sur des kilomètres de profondeur. C'est-à-dire on peut avoir, selon les périodes, une mangrove qui va avancer dans la mer sur plusieurs kilomètres, parce qu'il y a un banc de vase qui va venir s'installer. Et puis quelques années plus tard, la mangrove va reculer de plusieurs kilomètres. Et puis 10 ans encore après, elle va de nouveau avancer. Donc, et le littoral, c'est toute cette bande assez large où la mer et la terre se rencontrent. Alors, est-ce que c'est la même situation au Marais, par exemple ? Est-ce que la bande littorale bouge beaucoup ou comment ça se passe ?
Alors au Marais, on n'a vraiment aucun contact en fait avec la mer directement. On n'a pas du tout de plage, même si on prend un petit peu de hauteur, on ne voit pas forcément la mer de là où on est. Par contre, on sent quand même ses influences, parce qu'on a certains terrains qui sont salés, parce que du coup il y avait des avancées de la mer, donc un peu de sel dans la terre, donc des plantes qui sont adaptées. On a la météo aussi qui va changer, et la force de la Camargue, c'est que c'est un delta en fait. Donc on a l'eau qui vient à la fois du Rhône, du coup, qui descend son lit, et aussi de la mer. Donc on a quand même beaucoup d'influence à la fois sur la météo et sur les conditions plutôt du sol et des choses comme ça. Est-ce que ça veut dire que sur le littoral, il y a une biodiversité particulière, plus fragile qu'ailleurs? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Il y a la spécificité, comme le disait Alain, la proximité du milieu marin, donc l'influence du sel, obligatoirement, il y a déjà quelque chose, ça impacte. La végétation, elle sait s'y adapter ou pas, donc obligatoirement c'est très sélectif. Et le fait que ce trait de côte, ce littoral soit mobile, alors pas obligatoirement à l'échelle de la vie humaine, mais sur des pas de temps géologiques beaucoup plus longs, ça amène obligatoirement une fragilité, une forme de mouvement. Moi, dans mon secteur, on a des falaises argilo-marneuses, enfin, des falaises qui peuvent s'effondrer avec, au gré de l'érosion, donc du battement des marais. Eh bien, toute cette partie-là, elle est fragile, mais elle se reconstitue tout de suite après. En fait, c'est dynamique. Ça va très très vite, et donc c'est très très sensible. Oui, donc c'est quand même une biodiversité très particulière. Et chez les animaux aussi, c'est-à-dire qu'il y a des plantes effectivement qui ont besoin de milieux marins, enfin de conditions salées particulières. En Outre-mer, on a des mangroves, c'est des forêts avec des palétuviers, des arbres qui poussent dans l'eau de mer, c'est pas courant. Bon, on les trouve que forcément qu'en bord clairement en bord de mer, on ne peut pas les trouver ailleurs, mais on a aussi des animaux qui sont totalement dépendants du littoral, des animaux qui ont besoin de la mer pour s'alimenter, besoin de la terre pour nidifier. Donc tous les oiseaux, la plupart des oiseaux marins, effectivement, sont en mer une partie du temps, une grande partie de la journée ou des fois pendant plusieurs mois, mais ont besoin de revenir à terre et à proximité immédiate de la mer, sur des falaises, sur des dunes. Donc ça, c'est où on a les tortues marines aussi qui vivent en mer, mais qui ont besoin de la terre pour venir pondre. Donc ces littoraux, on trouve beaucoup d'espèces qui sont spécifiques au littoral, qu'on ne peut pas trouver en dehors du littoral. D'accord. Alors on va prendre d'autres questions. Justement, est-ce que tu dirais peut-être, Alain, parce que c'est une question un peu plus pour toi, que la biodiversité est plus ou moins menacée en Outre-mer? Alors, elle est à la fois plus riche en Outre-mer en nombre d'espèces. On dit souvent que 80% de la biodiversité française se situe dans les Outre-mer, donc c'est absolument énorme, voilà, à peu près en nombre d'espèces en tout cas. Mais elle est aussi plus menacée parce qu'il y a une croissance démographique, une croissance urbaine qui est plus rapide en Outre-mer qu'ailleurs, et puis parce qu'on est sur des îles et donc la population elle est plutôt concentrée sur le littoral, et puis parce quand on est sur des îles, on est sur des milieux très fragiles, des milieux qui ont pour certains évolué pendant des millions d'années sans présence humaine du tout, où l'homme est arrivé très récemment, il y a quelques centaines d'années tout au plus, et où du coup ça forme un vrai cataclysme, l'arrivée de l'homme sur des milieux d'espèces qui n'ont pas tous les mécanismes de défense qu'il peut y avoir sur les milieux plus continentaux. Ils n'ont pas eu assez de temps pour s'adapter. Voilà, ils n'ont pas eu le temps pour s'adapter, et l'homme est arrivé de manière très brutale, on va dire, sur ces territoires-là. Et donc la biodiversité, effectivement, elle est plus fragile qu'ailleurs. Elle a moins surtout sur les petites îles, elle a moins de défense que sur les zones continentales comme la France hexagonale. D'accord, on va prendre une autre question. Oh là là, dites donc, on en a plein là. Comment s'est formé le littoral? Ouf, ça c'est une question qui nous vient de Bayonne. Ouh, grosse question. Alors si vous ne savez pas répondre, vous le dites. Hein. Est-ce que vous pourriez dire comment s'est formé le littoral? C'est un peu compliqué, ça va dépendre quand même du littoral dont on parle. Tous les littoraux ne se ressemblent pas. Moi je pense qu'il faut partir de très très loin en fait, de la formation de la Terre. Le littoral s'est formé à partir du moment où il y a eu de l'eau, et donc il y a une interface, un contact entre les zones émergées, les terres et l'eau. À partir de ce moment-là, quand il y a un contact entre les deux, il y a un littoral. Donc c'était il y a plusieurs centaines de millions d'années. Et après, il a évolué évidemment, parce que après, la vie s'est développée, s'est diversifiée. Au début, c'était quelques petites cellules qui vivaient. Maintenant, on a une diversité extraordinaire. Et donc ce littoral, il a toujours eu des occupants, et autant dès que la vie est apparue, jusqu'à nos jours. Donc le littoral existe depuis les temps géologiques. C'est comment se forme et se déforme le littoral, puisqu'il continue à se former en permanence. Oui. Aujourd'hui, le littoral continue à bouger. Là, on est à Paris, au studio aujourd'hui. Il y a très fort longtemps, ici, on était dans la mer.
Il y a encore plus longtemps, on était dans une zone tropicale avec les palétuviers, la forêt équatoriale ici à Paris. Donc, et le littoral a bougé maintenant. L'Angleterre n'était pas une île, on y allait à pied. Donc le littoral s'est déformé et continue à se reformer au fur et à mesure que la mer monte ou descend. En ce moment, elle monte plutôt. Donc le littoral se déplace et il se déforme. Les fleuves amènent des sédiments qui créent les plages. Ouais. Et ça, c'est un phénomène qui ne s'arrête jamais. Il ne faut pas imaginer que le littoral est là et qu'il a toujours été là. Il est en constante évolution. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, Pierre, en parlant du littoral qui bouge, parce que tu peux avoir un pan de falaise qui dégringole. Et aujourd'hui, ce sont quand même des événements dont on a tendance à parler de plus en plus. C'est-à-dire c'est d'autant plus d'actualité qu'en fait, maintenant, l'homme a investi ces milieux de bord de mer, d'autant plus qu'il le recherche, clairement, pour y habiter. Et ça devient une catastrophe quand il y a des habitations qui sont menacées. On va dire, dans les espaces naturels, qu'un effondrement de falaise, c'est un événement en soi. Mais quand ça se rapproche de lieux d'habitation ou d'activité de la vie humaine, voilà, on commence à prendre les choses un petit peu plus au sérieux. Et ça a toujours été, ces mouvements-là, c'est la vie de la Terre. Mais maintenant, on s'en intéresse d'autant plus que l'homme se sent menacé et ne maîtrise plus cette situation. C'est la perte de contrôle, en définitive, qui fait paniquer les gens. C'est clair. Alors, il y a une petite question toute simple, mais celle-là, je vais pouvoir de Bayonne. Comment s'appelle l'insecte vert qui est sur la photo? Alors, je pense que c'était les deux petites punaises. C'était des punaises qui étaient sur la photo. Voilà. Alors, une jolie photo de Soniac, si j'arrive à bien lire. Comment contribuer à la biodiversité? Ah, c'est intéressant. Sans y consacrer trop de temps. Oups. Alors, comment réagissez-vous à ça? Comment contribuer à la biodiversité sans y consacrer trop de temps? Déjà, il faut savoir quelle est la notion de temps qu'elle veut y consacrer. Moi, je considère que je n'ai pas beaucoup de temps pour la biodiversité, pourtant c'est mon travail, tout le monde ne peut pas y consacrer autant de temps. Je pense que déjà, en consacrer même que 10 minutes, un quart d'heure ponctuellement, c'est déjà un geste en soi. Et après, on va s'apercevoir que ce n'est pas obligatoirement une mission, mais on va y prendre goût. Et par la force des choses, quand on aime, on va glisser et on va en faire encore plus. En fait, c'est le petit geste qui amène ensuite à passer plus de temps. Donc on peut agir avec très peu de temps. Mais alors, donnez-moi des exemples. Comment vous contribuez à la biodiversité? Vous faites quoi, vous, pour contribuer à la biodiversité? Marie, tu fais quoi? C'est compliqué parce que du coup, c'est notre travail. Donc nous, vraiment, comme le disait Pierre, on y consacre beaucoup de temps et on est vraiment au contact des espèces. Mais même en habitant dans une maison, même en n'étant pas dans ces espaces naturels, on peut aussi contribuer en faisant des petits gestes d'éco-responsabilité qu'on vous apprend sûrement à l'école, des choses comme ça. Et en fait, ce n'est pas donner du temps pour la biodiversité, c'est juste un petit peu changer son mode de fonctionnement pour contribuer à la préservation de la biodiversité. Quelqu'un qui habite dans une maison, dans un immeuble, va mettre une petite coupe d'eau pour les oiseaux qui vont venir et puis à partir de là il va commencer à regarder est-ce que les oiseaux viennent, ah oui c'est sympa, ah, est-ce que c'est le même qu'hier, non c'est un nouveau, ah c'est lequel celui-là. Et dès qu'on commence à regarder, à observer, en général on y prend, comme le disait Pierre, on y prend goût et on se pose plus trop la question de combien de temps on y passe et très vite et dès qu'on commence à observer, à essayer de comprendre, on commence à protéger en fait parce qu'on a envie de les revoir et puis on a envie d'en voir plus et donc alors qu'est-ce qu'il faudrait que je leur donne d'autres? Peut-être que je pourrais lui mettre un petit nichoir en plus. Et puis à ce moment-là, peut-être que j'aurai la chance de voir les petits, les bébés, c'est sympa. Donc la porte d'entrée, c'est observer, c'est ça? C'est d'abord observer. Observer, ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles aussi, écouter. Souvent, on me dit oui, il faut regarder, mais tout à l'heure, il y avait une belle photo d'un fleuve de Guyane. Guyane, il y a une biodiversité extraordinaire. Et souvent, si on va sur place, on va se retrouver au milieu de la forêt avec des grands arbres, il fait un petit peu sombre, et puis on ne voit pas grand-chose sous la forêt. On dit, finalement, il n'y a pas tant de choses que ça. Et puis en fait, dès qu'on ouvre l'oreille, on commence à entendre un oiseau, un autre cri au loin, c'est un singe, puis des insectes, des grenouilles. Et puis alors tout d'un coup, en une minute, on entend des dizaines et des dizaines d'espèces qui sont tout autour. Après, si on veut vraiment les voir, il faut être un petit peu plus patient, mais on finit par en voir beaucoup. Donc la première réponse, c'est observer, et ça va vous faire rentrer par la bonne porte, en fait. C'est quand même ça la réponse. Être curieux. Être curieux. Ça va revenir tout au long de l'émission, je sais. Vous allez dire ça tout le temps. Ah, oh là, on a plein de questions. Il faut qu'on aille un peu plus vite. Alors, quelle est la plante la plus représentée sur le littoral atlantique? Qui peut répondre à ça?
Moi, c'est méditerranéen. Et moi, c'est la Manche, malheureusement. Alors, donc, est-ce que tu vas réussir à répondre à ça, toi? J'aurais peur de dire des bêtises. Peut-être les Zoyas, mais voilà. En tout cas, ils servent à quoi, les Zoyas? Tu peux nous expliquer? Ils poussent sur les dunes et ça permet de tenir les dunes. Les racines de la plante vont retenir le sable et ça va effectivement permettre que la dune se déforme légèrement, mais que tout le sable ne parte pas. Donc la végétation qui est sur les dunes, elle est extrêmement importante. Parce que c'est elle qui permet un peu de les fixer, de les stabiliser. Alors on a une question justement là-dessus. Pourquoi ne faut-il pas, c'est Fontan, pourquoi ne faut-il pas grimper sur les dunes et y jouer quand on va à la plage? Alors ça va de source là, vas-y. Dès qu'on amène une porte d'entrée pour le sable, en fait on crée une brèche dans un mur. Et à partir du moment où le vent, parce qu'on est quand même sur les littoraux où les vents sont relativement forts, et à partir du moment où cette brèche permet au vent de s'infiltrer à l'intérieur, il va y avoir une augmentation de cette ouverture et la dune, on va dire, va être séquencée, va être coupée en petites miettes et elle aura beaucoup moins de force à résister aux intempéries, à tout ça. Donc en définitive, il ne faut absolument pas la fissurer. Il faut respecter les chemins qui sont donnés. On peut passer dans certains endroits, mais il ne faut pas les démultiplier. Oui, parce que c'est intéressant, c'est-à-dire que là, on parle de dunes, on parle de sable, mais pour vous, quand vous pensez dune, vous pensez tout de suite, ou à un autre milieu, c'est un milieu, c'est un écosystème, c'est quelque chose qui fonctionne avec un ensemble de biodiversité. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Comment vous diriez ça? La dune, c'est pas que du sable en fait. On a l'impression qu'on a l'image de les grandes dunes de sable du désert du Sahara, des choses comme ça. En fait, les dunes du littoral, elles sont pas du tout comme ça. Il y a de la végétation qui pousse dessus, il y a des oiseaux qui nichent dedans. Donc rien que d'aller marcher dans des endroits où il n'y a pas de sentier, c'est peut-être des endroits où des oiseaux ont décidé de nicher, qui font des tout petits œufs, des œufs qui se confondent beaucoup avec le sable parce que c'est leur moyen de se protéger des prédateurs et du coup, même sans vouloir marcher dessus, on pourrait le faire parce qu'on les a pas vus tout simplement. Et puis au-delà de ça, piétiner la végétation qui a du mal à pousser sur ce genre de milieu ou des choses comme ça, tout ça, ça va impacter. Comme c'est des habitats qui sont très sensibles, une petite modification peut entraîner de grands changements. Oui, donc la petite fissure, la petite brèche dont tu parlais, d'un seul coup, ça peut devenir une grande étendue finalement de petite biodiversité à laquelle on n'avait peut-être pas forcément prêté attention, qui va être mise en danger. Ouais. Donc c'est vraiment un effet... On fait du fractionnement. On fait du fractionnement d'un habitat. En définitive, un habitat, il est fonctionnel, il travaille... toutes les bêtes qui y vivent, ils sont bien à partir du moment où le territoire, la surface qu'elles occupent, elle est complète. À partir du moment où on fractionne cet habitat, on fait des petites miettes. C'est comme un appartement, dans 100 mètres carrés on vit très bien, mais si on fait des miettes, 100 miettes d'un mètre carré, on est déjà plus à l'étroit dans ces petites miettes. Donc c'est ça qu'il faut considérer. Et le fait de passer qu'une seule fois, déjà, la végétation, on va avoir une empreinte et ça va appeler à quelqu'un d'autre à rentrer dans cette brèche et malheureusement ça va s'auto-entretenir et c'est un facteur défavorable. Est-ce que c'est la chose la plus compliquée à faire comprendre aux gens qui utilisent le littoral ? Que je vois de faire des... C'est difficile parce qu'on a l'impression qu'une seule petite, notre petite action ne va pas avoir d'impact en fait. On a l'impression que s'il y a seulement moi qui y vais, c'est pas grave. Le problème c'est que faut pas oublier qu'on est des millions et des millions et des milliards en fait sur Terre et du coup juste un petit impact multiplié par les millions de personnes qui fréquentent le littoral en France ou en Outre-mer, ça fait beaucoup d'impact au final. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même cette addition d'impact qui aujourd'hui met la biodiversité en danger? On ne peut pas aller aussi loin que ça, mais la biodiversité, il y a plein d'autres menaces qui sont beaucoup plus générales. Je dirais que ça fait partie des menaces, en définitive. Mais tout comme c'est un petit geste, tout comme le petit geste de mettre la petite soucoupe d'eau pour les oiseaux contribue à la biodiversité. On ne va pas sauver la biodiversité parce qu'on met une soucoupe d'eau. Donc c'est tous ces éléments-là. Simplement, il faut en prendre conscience. Un espace naturel, ce n'est pas un espace de liberté. C'est la liberté pour les espèces sauvages, mais pour nous, il faut accepter d'y rentrer, de l'accepter comme étant dans une forme de sanctuaire, même si on a le droit d'y faire les choses. Mais il faut le respecter et en suivant, malheureusement, les règles qui sont imposées, parce que là encore, j'y reviens, mais il faut justement apprendre aux gens à respecter le milieu par ces règles. Oui, ça c'est vraiment bien. Il y avait une jolie question de maîtresse Anne, que l'on salue. Biodiversité, pourquoi ce nom? Alors, des spécialistes qui vont définir le mot biodiversité. Bonne chance pour vous. Il est à la fois simple et compliqué. Alain, tu t'y frottes? On a
les deux morceaux du mot, bio et diversité. Alors bio, maintenant aujourd'hui les élèves au collège parlent de cours de sciences de vie et de la terre. Moi, quand j'étais plus petit, on parlait encore de biologie. Donc, dès qu'on dit bio, c'est le vivant. Hein. Et la biodiversité, c'est la diversité des êtres vivants, la diversité aussi des milieux dans lesquels ils habitent. Donc tout ce que la nature a réussi à créer de différent en termes d'êtres vivants. Voilà. Pour essayer de faire une définition c'est ça, plus c'est simple la diversité possible, du vivant. La diversité du vivant. Alors moi j'ai une autre question complémentaire, c'est pourquoi est-ce important d'avoir de la diversité dans le vivant? Parce que le vivant, il évolue en permanence, et pour qu'il puisse évoluer, pour qu'il puisse s'adapter au changement du milieu, au changement sur la Terre, il faut qu'il y ait cette diversité. Plus on aura de diversité, plus on a de chances de trouver la bonne solution ou l'espèce qui va pouvoir s'adapter ou le groupe d'espèces qui vont pouvoir s'adapter. Si on l'appauvrit, et avec les changements qui peuvent arriver, comme le changement climatique, on aura de moins en moins de chances d'avoir les espèces qui arriveront à s'adapter, et donc on va perdre des ressources pour nous, d'abord perdre des espèces qui n'ont rien demandé, et puis perdre pour l'homme tout simplement. On en a absolument besoin pour nous-mêmes continuer à vivre sur cette Terre. Vous voulez compléter ce que vient de dire Alain? Non, c'était... Ça convient parfaitement. Ça vous allait? Ok, alors, ce que je vais vous proposer, il y avait une petite question sur laquelle quand même je voulais revenir, qui était la définition, vous voulez savoir ce qu'était le Conservatoire du littoral. À quoi il sert le Conservatoire du littoral? Son premier métier, c'est d'acheter des terrains sur le littoral. Alors pas pour jouer au Monopoly, mais pour que ces terrains puissent rester naturels. Voilà, parce qu'en France, comme beaucoup d'endroits dans le monde, de plus en plus de gens veulent s'installer sur le littoral, y construire leur maison, venir y passer leurs vacances. On le comprend, mais si on le laisse faire sans rien, si on laisse cette tendance-là sans agir, petit à petit, on va bétonner tout le littoral, et toutes les espèces qui vivent sur le littoral, on disait tout à l'heure, certaines ne peuvent vivre que là, vont disparaître purement et simplement. Donc le Conservatoire, sa mission, c'est de faire en sorte que les terrains qu'il achète vont pouvoir rester naturels et dédiés d'abord à la nature, et que tout le monde va pouvoir aller profiter de la nature sur ces terrains-là. Voilà, donc c'est pouvoir aller se promener. Pouvoir aller se promener, mais d'abord protéger la nature qui s'y trouve et pouvoir en profiter, l'observer, la réparer lorsqu'elle est abîmée ou la remettre en état, ce qui arrive parfois, et l'ouvrir à tous, et que tout le monde, effectivement, et que ce soit plus simplement au bénéfice d'une personne, mais au bénéfice de tout le monde. Super. Ok. Oh là là, plein de questions. Pourquoi les niveaux d'eau sont-ils en train de monter? Ça c'est à la fois simple et compliqué. L'origine de la montée des niveaux d'eau, moi je laisse chacun chercher un petit peu sur Internet, mais en tout cas, pourquoi ils montent, c'est clairement parce que si la température de la planète augmente, toute l'eau qui est répartie sous forme de glace, évidemment, tout le monde le sait, un glaçon mis au soleil va fondre, et donc cette eau qui est sur le continent, autant dans les montagnes que sur les calottes, va se retrouver à glisser vers la mer. Et donc, obligatoirement, le niveau d'eau va monter. Voilà. C'est juste mécanique. Est-ce que les premiers impactés sont forcément les littoraux ? De facto ? De facto. Même si je pense qu'il y a une influence aussi dans les continents, en proximité de ces zones de remise de glace, les habitants à côté des glaciers doivent subir également cet impact-là. Alors, évidemment pas avec une inondation à long terme, mais je pense qu'ils doivent aussi avoir quelque chose qui leur revient, malheureusement. Ouais. Il y a une jolie question. Donc, pour sauver la biodiversité, il faut faire des gestes colibri. Oui. Oui, dit Pierre, sans hésiter. Qui c'est qui raconte l'histoire du colibri? Parce que je ne sais pas si vous la connaissez tous. Vas-y, raconte l'histoire du colibri, je te sens bien partie, Marie. Vas-y, Marie, raconte l'histoire du colibri. Il y a une fable qui dit que un jour, dans une grande forêt tropicale, il y a un incendie qui se déclenche. Et du coup, les animaux se retrouvent un peu tous un pantois. Ils ne savent pas trop comment faire pour arrêter cet incendie, tellement l'incendie est énorme par rapport à leur petite taille d'animaux. Et il y a juste le petit colibri, du coup, qui s'active, qui est vraiment un des plus petits animaux, vraiment, et qui va chercher une petite goutte d'eau dans la mer ou dans un fleuve pour essayer de le mettre sur l'incendie. Et du coup, les animaux le regardent faire des allers-retours et se débattre et tout, et lui demandent « mais qu'est-ce que tu fais ?» et ce que tu fais, ça va servir à rien. Et le colibri dit « je fais ma part ». Et c'est ça un petit peu la morale de l'histoire, c'est que même si on a l'impression d'être un petit colibri face à un énorme incendie, si on est des millions et des milliards de petits colibris, au final on va réussir à atténuer et à faire s'arrêter l'incendie, quoi.
Moi, j'ai déjà travaillé avec Marie, je sais qu'elle raconte très bien les histoires. Là, vous en avez une démonstration parfaite. Ok. Les animaux les plus menacés sont-ils plus nombreux dans la mer ou dans la nature? Pas toujours facile de répondre non plus. La mer, c'est la nature un petit peu aussi. Bah oui. Comment éviter un petit peu la question? Vous pourriez répondre à ça? Tout est lié de toute façon. Oui. Je pense que malheureusement, ils sont tous menacés, en mer et sur terre. En mer, notamment par le réchauffement climatique, et fait qu'il y a beaucoup d'animaux, tous les coraux, qui sont des animaux, sont directement menacés par le réchauffement climatique. Et ça, c'est une menace majeure pour des milliards de personnes sur Terre, en fait, qui ont besoin de ces coraux pour les protéger. Mais c'est aussi menacé par l'envahissement des mers par le plastique, de plus en plus de plastique dans les mers. Aujourd'hui, tous les animaux marins, lorsqu'on retrouve un animal mort et qu'on les autopsie, qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on constate qu'ils ont tous mangé du plastique, des fois des grandes quantités. Donc c'est sûr que les animaux en mer, oui, sont tous menacés, mais malheureusement, à part quelques grands sanctuaires, les animaux sur Terre sont aussi, eux aussi sous une grande pression. Je ne saurais pas dire lesquels sont les plus menacés, mais il faut les protéger tous. Il faut les protéger tous, il y a des listes là-dessus. Quelles sont les principales menaces sur la biodiversité aujourd'hui en France ? Ou sur les sites finalement dans lesquels vous travaillez? Elles sont multiples, mais alors, la première des menaces, en fait, c'est le développement, l'urbanisation, en tout cas pour les sites du littoral, en tout cas sur la partie moi, qui me concerne, et d'où l'intérêt de la maîtrise foncière, en fait, de l'acquisition, le travail du conservatoire d'acheter ces parcelles, parce qu'elles amènent un intérêt. On a une vue, un paysage, on est à côté d'une zone avec la mer, on se dit, bon, on est en vacances tous les jours en habitant sur le littoral, ce qui est à moitié vrai, mais... Et donc, la plus grande, pour moi, une des menaces, c'est celle-ci, c'est le développement de l'urbanisation sur ces traits de côte. Et là encore, on va parler c'est un terme spécifique qu'on appelle de mitage, c'est-à-dire on va avoir une petite maison qui va se placer à un endroit, plus après une autre, et une autre, et une autre. Et après, au final, on va revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, au lieu d'avoir un site qui est... grand, homogène, qui fonctionne très bien, on va avoir que des petits micro-sites. Et quand un insecte ou un animal, il aura traversé le jardin d'une maison, une route, et puis ensuite pour arriver de l'autre côté dans le jardin dans lequel il peut s'alimenter ou se reproduire, voilà, on arrive à cette dégradation. Et donc en fait, l'idée c'est déjà de limiter cet aspect-là. Voilà, ça c'est une des menaces en tout cas qui est la plus visible sur les territoires dont je m'occupe. C'est un mot dont je vous ai souvent entendu parler en préparant l'émission, c'est le mot habitat. Donc faire en sorte de préserver les habitats. Est-ce que c'est une clé assez importante pour comprendre la première action à avoir vis-à-vis de la biodiversité ? Qu'est-ce que vous diriez ? Chez nous, en tout cas au Marais du Viguera, c'est vraiment le fondement de notre travail, c'est de conserver les habitats. En fait, on ne va pas du tout directement agir sur les espèces, on ne va pas ni nourrir les oiseaux, ni les soigner. On n'est pas un centre de soins. Si un animal est blessé dans la nature, soit il va se soigner, soit il va se faire manger par un autre animal. C'est la sélection naturelle qui va décider. On ne va pas du tout agir là-dessus. Le seul outil qu'on a, c'est pour jouer sur les habitats. Et les habitats, c'est important parce que il faut que les oiseaux se nourrissent, il faut qu'ils puissent avoir des endroits où ils peuvent se reposer, des endroits où ils peuvent nicher. Et tous ces endroits qui sont différents, en fait, on appelle ça des habitats. Et du coup, ce qu'on va faire au Marais, c'est vraiment de gérer avec de l'eau, avec des grands animaux, des choses comme ça, gérer pour conserver les habitats. On prend un peu souvent la métaphore de dire qu'on est des hôteliers, parce qu'en fait, on va préparer la chambre et puis le restaurant, et ensuite, nos clients, c'est des petits oiseaux ou des insectes ou des animaux qui, eux, vont choisir, là, ça me plaît, je vais rester ici, ou pas du tout, quoi. Super. Alors justement, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder une première vidéo qui va vous permettre de voir la magie des marais du Viguera, là où travaille Marie. On y a rencontré aussi Leïla et Clément, qui nous ont fait une visite extraordinaire dans le marais. Vous allez voir de très très belles images d'oiseaux qui ont été confiées par Clément. Il faut savoir que Marie aussi passe un temps infini cachée dans les roselières pendant des heures en plein hiver pour attraper de magnifiques images d'oiseaux. Voilà, donc vous êtes vraiment entre de belles mains. Donc je vous propose de regarder cette première vidéo sur les marais du Viguera. Le canal du Viguera qui a donné son nom au site
est un canal d'origine humaine, qui a été totalement remanié par la main de l'homme, au point où sur les bassins, les étangs, les bois qu'on a ici, on retrouve l'activité humaine qui a eu lieu. On retrouve la forme des rizières, on retrouve la forme des piscicultures, on retrouve la forme des prairies pâturées. Et du coup, cette image humaine est vraiment ancrée sur le site. Donc là, on va prendre un peu de hauteur, parce qu'en fait, la Camargue, c'est un pays plat. Et dès qu'on prend un peu de hauteur, on a une super vision sur toute la Camargue presque. Donc en fait, ici, on se trouve au-dessus d'une des grandes étendues de roselières qu'on protège ici au Marais. Et ces grandes étendues de roselières, en fait, en France, elles sont en train de disparaître parce que la gestion de l'eau qui est faite par l'homme n'est pas forcément favorable à ces grandes roselières. Et par contre, elles abritent tout un cortège d'espèces d'animaux et notamment d'oiseaux qui ont besoin de cet habitat-là pour survivre à un moment dans leur vie, pour leur période de reproduction, pour chasser, pour se protéger des prédateurs. C'est un habitat qui n'est pas très intéressant au niveau botanique, parce qu'au final, il n'y a pratiquement que du roseau, mais pour plein d'espèces d'oiseaux, c'est super important. Donc sur un tout petit site de 900 hectares, on abrite parfois près de 20% de la population française de ces hérons-là. Il y a vraiment beaucoup d'émotions quand je retrouve ce site. Je sais pas, ça peut être comparé à l'émotion qu'on peut avoir avec quelqu'un qu'on retrouve qu'on n'a pas vu depuis longtemps, quoi. Il y a un sentiment qui n'est pas que un sentiment envers un beau paysage ou une belle lumière. Je ne sais pas comment le décrire, c'est beaucoup plus profond et c'est très sensible. En 2021, on a une roselière que jusqu'au début du mois de mai, on n'a pas pu mettre en eau. On a été dépendant de la pluie parce que par gravité, on n'arrivait pas. Par pompage, c'est impossible parce que pomper des nuits pour mettre de 10 cm d'eau sur 130 hectares, c'est pas écologiquement responsable. Donc cette roselière-là, on voyait que celle d'à côté, les hérons s'installaient, celle-là ne s'installait pas. Personne ne s'installait, il y avait quelques butors qui se battaient en duel, mais sans plus. Les taureaux sont rentrés dedans, alors qu'à cette époque-là, on ne veut pas qu'ils rentrent parce que ils adorent le roseau, donc c'est très bon pour eux, ils vont manger du roseau, mais est-ce qu'en marchant à tel endroit, ils ne vont pas écraser un nid? C'est ça qu'il faut faire attention. Et fin avril, la pluie printanière, salvatrice, 30 cm d'eau qui arrive dans la roselière, et d'un coup, tout le monde arrive, les hérons étaient là, les grandes aigrettes arrivent, les nids se construisent, et des oiseaux qui devaient nicher en avril, ont niché en mai, on menait des jeunes, au lieu de qui s'envolent en juillet, sont envolés en août. Et la nature, on voyait qu'elle était là, elle attendait les bonnes conditions. Mais nous, on a un équilibre tellement fragile qu'on n'a pas su mener les conditions au bon moment pour qu'on le souhaitait. Mais on a réussi à le faire, ne serait-ce que quelques semaines plus tard. Et la nature, dès qu'on lui ouvre la porte, elle s'engouffre dedans en tant qu'elle peut, parce que les espaces naturels sont vraiment des dernières poches de vie à l'échelle du territoire français. On n'a pas de la destruction d'habitat comme on peut voir ailleurs sur le territoire. On n'a pas de braconnage qui vont avoir de la destruction directe d'animaux parce qu'on est sur un lieu protégé. Nous maintenant, notre problématique, ça va être, puisqu'on veut sensibiliser le tout public à la nature, découvrir la nature, s'imprégner de la nature, quelle va être la limite, combien de personnes peuvent venir ici, pour faire simple. Est-ce que faire venir plus de 10 000 personnes dans la zone cœur de la réserve naturelle pour écouter le butor n'est pas néfaste pour le butor étoilé par exemple? Il fallait restaurer des habitats, il fallait recréer de la nature dans un milieu artificiel. La pompe qui met de l'eau pour attirer des canards pour la chasse, nous maintenant elle met de l'eau pour créer des roseaux, pour que les canards viennent. Les butors nichent, les autres hérons nichent, les passereaux comme la bouscarle de Séti, tout le monde puisse trouver sa place. C'est-à-dire qu'on crée des chambres, c'est-à-dire des chambres favorables à telle ou telle espèce, et on croise les doigts pour que le client arrive. C'est-à-dire, notre vision, c'est de protéger la nature, mais par l'habitat, et c'est l'habitat qui, en étant favorable, va attirer toutes ces espèces-là. Mais on pourrait faire le choix de ne plus gérer l'eau et de laisser faire, justement. Donc plus gérer l'eau, ça veut dire prendre la décision de laisser tous les ouvrages ouverts et donc l'eau circuler, ou de les laisser tous fermés. Mais ça transformerait complètement le milieu, et donc ça serait favorable à d'autres espèces, mais plus aux espèces pour lesquelles le site a été protégé. Donc notre rôle à nous aujourd'hui, c'est de continuer à utiliser ces outils artificiels pour garantir la conservation de ces espèces-là.
Récemment, on a eu une très bonne surprise, c'est de revoir la loutre en Camargue. Ça fait très longtemps qu'elle n'avait pas été observée en Camargue et on a eu des images là il y a quelques semaines d'une loutre qui a fréquenté le marais. Donc on a mis des pièges photos avec du coup des appareils qui filment dès qu'ils captent du mouvement. Un soir, je me souviens encore, on était seuls au bureau avec Christophe, un des gardes. Tout d'un coup, je l'entends crier dans le bureau d'à côté. Ah! Ah mon Dieu! Et il me dit « Marie, viens voir !» J'y suis allée et puis effectivement c'était les premières images de la loutre. Et puis on a laissé les pièges photos et puis on s'est rendu compte qu'elle revenait. On a des images fabuleuses où elle fait peur à un héron cendré, des choses comme ça. Donc vraiment c'est nouveau une partie de son territoire. Et quand on a un grand prédateur qui revient sur le site, c'est un indice qu'en fait le marais est en bonne santé. En fait, si on demande à tous les acteurs de protection de la nature aujourd'hui ce qui leur a donné envie de protéger la nature, ils vont tous finir par raconter un souvenir d'enfance. Donc c'est là-dessus vraiment qu'il faut commencer à agir dès le début. Non, mais moi ce que j'essaie de faire partager, c'est ce que j'ai eu la chance de voir. Moi, un jour, j'ai raconté en visite guidée que j'ai couru 500 mètres dans l'eau pour sauver un butor étoilé qui était pris dans une clôture en barbelé. Et du coup, c'est cette expérience-là, ce souvenir-là, les gens viennent rechercher ça. Et après, moi, ce que j'essaie de leur inculquer, c'est de créer un souvenir. Si je vous dis qu'il faut protéger le bout du marais, où mon grand-père m'a amené la première fois où j'ai vu mon premier flamant rose, en fait, le lieu qu'on a à côté de chez nous, où on a créé un souvenir, il faut créer ce sentiment d'appropriation pour que le moment où le danger arrive sur l'espace, où on a partagé des moments, on a eu cette sensibilité qui est née, en fait, le moment où cet espace est en danger, on soit tous là pour le défendre. C'est ça la volonté entre guillemets, des marais du Viguera, au-delà de la réserve naturelle. Mais on a tout de suite considéré, il y a déjà plus de 20 ans, que protéger, c'était pas suffisant et qu'il fallait montrer ce que nous protégeons et pourquoi nous protégeons cette richesse-là. Et pour intéresser les personnes, on estime que les familles et les enfants sont le public à privilégier pour les faire venir au milieu des espaces naturels, pour leur faire découvrir la nature qui les entoure et puis surtout la nature auquel ils participent. Les hommes ne sont que des êtres vivants parmi tous les autres, parmi les végétaux, les animaux. Et nous, vraiment, on essaye d'emmener les gens et de leur dire cette nature-là, elle est à vous en fait. Alors elle n'est pas à vous, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez, mais c'est votre environnement. Et si c'est votre environnement, c'est pour ça qu'il faut le protéger en fait. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez profité de ces belles images et que vous allez filer dire bonjour à Marie, Clément et Leïla au marais du Viguera. En tout cas, toutes ces magnifiques images d'oiseaux, voilà, je ne dis pas que vous les verrez à chaque fois, mais en tout cas, voilà, il y avait de jolis messages sur la curiosité à avoir et puis retourner faire un petit tour dans la nature. Puis vous allez voir, pendant toute l'émission, de toutes les manières, je pense que ces messages-là vont être dits et redits et re-redits. Alors, il paraît qu'on a des dizaines et des dizaines de questions à traiter, donc on va aller le plus vite possible. Une belle question de Tiverny, si j'arrive à bien lire. Est-ce que les animaux changent parfois de milieu de vie ? Ah oui. Oui. Alors, oui. en fait, il y a certains animaux c'est des animaux qui sont mobiles en général. Les animaux sont mobiles, donc forcément, à un moment, ils vont bouger. Alors c'est à leur échelle. Il y a des oiseaux qui vont faire d'énormes migrations pour aller se reproduire à un endroit, mais passer l'hiver à un autre endroit, ou alors se nourrir à un autre endroit. Donc ça, c'est vraiment très très grand. Et il y a des petits insectes, tout petits, qui à leur échelle vont aller, par exemple, d'un arbre mort, qui est l'endroit où ils vont se reposer ou faire leurs petits, à une prairie. Et là, tout de suite, le milieu est complètement différent. Nous, on a l'impression que c'est la même chose, parce que notre échelle, aujourd'hui, avec les transports et tout ça, elle est pratiquement au niveau du globe. Mais en fait, les animaux, à leur échelle, parfois, ils font aussi des trajets qui sont très grands. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu tous les aspects des milieux de vie des animaux pour pouvoir les protéger correctement. Super, ok. Est-ce qu'il y a, je vais y arriver, des animaux en voie de disparition parce qu'ils ont du mal à s'alimenter ? Par la force des choses, oui, mais en fait, si on prend le problème de la chaîne alimentaire, si en effet l'aliment n'est plus disponible sur un secteur, l'animal il n'a pas trop de choix. Soit il peut se déplacer, et s'il peut aller très loin, retrouver cette ressource alimentaire, ou autrement il est condamné de mourir de faim, parce que si c'est un animal qui mange, je parlais un peu, un insecte qui va se nourrir que d'un type de plante, si dans sa proximité cette plante n'existe plus, il est condamné à disparaître.
Voilà. Et donc, on peut essayer de protéger une espèce, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. On va dire, on ne fait pas un focus sur une espèce, on fait un focus sur un habitat. Et il faut préserver l'habitat dans toutes ses formes, avec des aspects, on va dire, plus ou moins avancés de végétation, pour que l'espèce puisse faire tout son circuit, tout son cycle de vie sur un même lieu. En fait, le danger pour ces espèces, bien souvent, c'est le déplacement. Et parce qu'ils vont rencontrer, ils vont avoir à traverser une route, ils vont avoir une ligne haute tension. Et si on leur propose un maximum de choses sur un site, avec une diversité d'habitats, on va déjà encore plus œuvrer, on va aller encore plus loin dans la préservation de ces espèces. Oui, bien sûr. Si un animal mange du plastique, combien de temps lui reste-t-il à vivre? Ça, c'est pas très facile comme question. Est-ce que quelqu'un s'y... Ça dépend de combien il en a mangé et de la taille de l'animal, mais ça peut être de quelques heures, quelques jours à plusieurs années, entre des animaux qui traînent toute leur vie et pendant plusieurs années du plastique dans leur estomac. Donc dans tous les cas, ça leur fait jamais du bien. Ouais, ça c'est clair. Ok, savez-vous... Ah, ça, écoute Alain, je pense que c'est une question pour toi. Savez-vous combien il y a de kilomètres de littoral à protéger en France? C'est une question beaucoup plus difficile qu'il y paraît, parce qu'on ne sait pas mesurer la longueur du littoral vraiment. Parce que le littoral, plus on regarde de près, et plus c'est découpé, et donc plus on regarde précisément, et plus c'est long. Donc c'est presque infini la longueur du littoral. D'ailleurs là récemment on vient de mesurer plus précisément la longueur des côtes françaises et on a gagné 3000 km. Alors le littoral c'est pas agrandi, c'est juste qu'on a regardé plus précisément. Donc on est passé de 17 000 à 20 000 km sur les côtes métropolitaines en tout cas. Voilà. Et plutôt de parler de longueur de côte, nous on parle souvent un peu en tiers en disant finalement sur le littoral il y a un tiers pour l'homme, ses constructions, les ports, les villes, les villages de vacances, etc. Un tiers plutôt pour l'agriculture et un tiers pour les espaces naturels. Et nous, c'est de ce tiers naturel dont on veut vraiment s'occuper au conservatoire, la partie qu'on veut laisser à la nature. Voilà. Parce que sinon, si on laisse faire l'homme sans trop le restreindre, il va prendre les 3 tiers. Ouais. Mais de fait, on a quand même une vraie responsabilité, c'est-à-dire que la France, dans son territoire métropolitain et outre-mer, c'est la deuxième... Elle a une très grande puissance maritime, elle a un grand domaine maritime et elle a effectivement beaucoup de longueur de côte et des côtes surtout très diversifiées. C'est ça qui est très intéressant. On a des côtes qui n'ont rien à voir entre la Bretagne, la Méditerranée, la Guyane, l'Antarctique, on en a même en Antarctique. Donc on a des côtes très variées et du coup, effectivement, on a une responsabilité particulière en France. À protéger toute cette biodiversité qui est implantée là. Une question Tiverny, quelles seront les conséquences si la biodiversité disparaît? Je pense que vous allez faire une réponse très radicale. Je la pressens. Pierre, tu dis quoi? Il n'y a pas d'avenir, en fait. Sans biodiversité, on fait partie de la biodiversité, donc en la détruisant, on se détruit. Donc, pas de biodiversité, pas d'homme. C'est aussi clair que ça. Marie, tu réponds la même chose? Oui. En fait, la vie en soi, elle n'a pas besoin de nous. Nous, si on veut protéger la vie, c'est pour protéger notre mode de fonctionnement, comment on fonctionne aujourd'hui. Si on détruit la biodiversité qui existe aujourd'hui, nous, il va falloir qu'on s'adapte tellement qu'en fait, nos conditions de vie vont être insupportables et l'homme va finir par disparaître. Donc, si on veut protéger la biodiversité, c'est d'abord pour nous protéger nous aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir conscience de ce genre de choses. Je savais que vous alliez répondre de manière absolument radicale. Que peut-on faire pour protéger le littoral? La première chose, c'est éviter de le détruire. Ils ont tous travaillé. La première chose, ils ont tous travaillé parce que les questions sont vraiment bravo. C'est magnifique parce que les questions sont... Il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau déjà, éviter de bétonner le littoral complètement, donc de ne pas construire partout sur le littoral sans se poser de questions. Ça, c'est plutôt le travail des maires, le travail des collectivités, de déterminer où est-ce qu'on pourra construire ou pas construire en disant il faut ménager des zones où on ne le fera pas. C'est notre travail, nous aussi, évidemment, au conservatoire, d'acheter des terrains qu'on va pouvoir préserver. Et puis, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est la responsabilité de chacun aussi, quand il va sur le littoral en tant qu'usager, que promeneur, que visiteur, de respecter les lieux, comme disait Marie, de ne pas aller piétiner le tout petit nid, les œufs à peine visibles dans la dune. Et pour ça, de respecter les consignes. Si on demande aux gens de rester sur les chemins, de tenir les chiens en laisse, c'est pas pour les embêter. C'est que le chien pas tenu en laisse, il peut faire des ravages effectivement sur ses nids. Donc c'est de respecter un peu les règles de bonne conduite, on va dire, qui sont mises lorsqu'on va sur le littoral. Mais la première chose, ça reste effectivement de regarder, de s'émerveiller. Et une fois qu'on a fait ça, en général, le reste vient tout seul. Ouais, c'est ça. Ouais. L'intérêt est donc le désir de protection, c'est ça. Ok. Comment reconnaître et donc protéger un site de biodiversité? Ça, c'est intéressant. Pour vous, c'est quoi un site de biodiversité?
Mais en fait, c'est tous les endroits où l'homme n'a pas trop mis de pression. En définitive, la biodiversité, elle est présente partout. Après, c'est la qualité de cette biodiversité. Je dirais la qualité dans le sens avec des espèces protégées ou non. Mais un espace où l'homme n'est pas présent, où on laisse les choses se faire, on va avoir une diversité. Vous faites un chemin qui n'est pas entretenu, un bord de sentier, on peut avoir des dizaines d'espèces de plantes et d'autant plus d'espèces d'insectes qui viennent consommer ces plantes et puis rendre service en les pollinisant, les oiseaux qui vont les boulotter et ainsi de suite. Donc en fait, la biodiversité, elle est tout autour de nous. Donc, ça veut dire que vous êtes pour laisser des endroits sans intervenir ? Dans la limite du possible. Après, je dirais, on n'est pas obligé d'avoir des zones de refuge partout quand on a un terrain et que ce ne soit pas une friche, même si la friche en soi, c'est clairement quelque chose de très intéressant. La biodiversité, elle est partout. Et ce qu'il y a de magique avec la biodiversité, c'est qu'elle, dès qu'on la laisse faire un petit peu, elle est capable de se réinstaller à peu près n'importe où. Si vous prenez le périphérique à Paris, vous arrêtez de l'entretenir pendant quelques années, ça va redevenir un espace de nature, mais beaucoup plus vite qu'on ne croit. C'est ce qu'on a vu pendant le confinement. Pendant le confinement, on a vu la nature, alors les animaux qui sont mobiles, qui reviennent très vite. Nous, on a travaillé sur des zones en Guadeloupe, je ne sais pas, sur une station-service. Station-service, normalement, ça évoque pas spontanément la biodiversité. On a démoli la station simplement, et en quelques mois, on a vu réapparaître une grande mare, une zone humide, les oiseaux qui venaient s'y nourrir, etc. Aujourd'hui, on ne peut même plus imaginer qu'il y a une station-service à cet endroit-là. Il y a de la vie qui est revenue très rapidement sur des zones de remblai en zone industrielle. On s'est contenté d'enlever un petit peu de remblai, de rien faire d'autre. Et au bout de quelques mois, on a des milliers, des centaines de milliers d'arbres qui se sont réinstallés, des oiseaux, des insectes, des crabes. La biodiversité, si on la laisse faire, c'est ça qui est quand même très encourageant, c'est qu'elle a quand même une capacité à résister, à se réinstaller, même beaucoup plus rapidement qu'on ne pense. Oui, c'est un vrai message d'espoir, ça, en réalité. Hein. Oui, super. On va... qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Bon, Pierre, qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre ton nez dans l'herbe en permanence pour aller compter les orchidées? Je t'ai vu faire. Les orchidées, mais c'était un peu plus tard, mais parce que j'étais un enfant de la nature, moi, je sais pas. J'habitais à côté d'un fleuve, j'allais pêcher, j'allais prendre des photos des oiseaux, j'étais tout le temps dehors. En fait, les jours où je me levais le plus tôt de la semaine, c'était les jours où j'allais pas à l'école. Et j'étais dès 6h du matin dehors, mes parents me laissaient pleine liberté, je rentrais le soir, je vivais dehors, c'était un enfant sauvage, et à partir de là, j'ai trouvé ça tellement merveilleux. Déjà, le fait d'être dehors, de voir des choses, en fait, je me ressens presque privilégié de pouvoir les contempler. Il y a plein de gens qui disent « Ah, je vois rien ». Bon, déjà, il faut déjà savoir les voir, et puis se donner le temps de les voir. Et c'est ça, moi c'est inné, je dirais, c'était tout gamin, c'est venu de tout gamin. Marie? Ah oui, c'est pareil, j'ai toujours adoré les animaux, j'ai passé mon temps dehors, j'ai eu la chance d'avoir un jardin, et du coup je passais mon temps dehors, et quand j'étais petite, mes parents m'ont beaucoup emmenée dans des endroits naturels ou pour regarder, pour s'émerveiller, et toujours eu cette curiosité. Puis les oiseaux, c'est venu après, parce que j'ai commencé à faire un petit peu de photos, et puis du coup apprendre à telle espèce d'oiseau, puis tout d'un coup une nouvelle espèce, donc qu'est-ce que c'est? Du coup on s'achète le livre, et puis une fois qu'on s'est acheté le livre, puis on s'arrête plus. Ouais. Et toi, Alain? Voilà, moi, j'ai eu la chance de grandir à La Réunion et de pouvoir effectivement être très souvent à la fois à la mer, à la montagne, dans des forêts magnifiques. Et puis un beau jour, je commençais à me rendre compte que ce que j'avais l'habitude d'observer autour de moi, les forêts où j'allais, il y en avait un petit morceau en moins, qu'il y avait un bout de ville qui avait grandi à la place. Et voilà, même en quelques années, pourtant j'étais encore enfant, adolescent, commençais à voir qu'effectivement ça avait déjà commencé à changer et qu'il y avait peut-être quelque chose à faire si je voulais avoir la chance de continuer à le voir encore longtemps. Voilà, donc c'est venu de là aussi. Super. Alors je vous propose maintenant de regarder, on va faire une petite pause à nouveau avec une vidéo. Donc on va aller dans le bureau de Pierre. Hein. Donc on se trouve, j'adore parler de vos bureaux. Bureau de Pierre qui se trouve en Normandie, sur le mont Canisy. Donc Pierre nous a passé un temps absolument magique, juste à nous faire découvrir son bureau, à nous obliger à nous mettre le nez dans l'herbe. Et en fait, une fois qu'on avait le nez dans l'herbe, on avait du mal à en partir, pour nous faire découvrir toutes ces petites espèces végétales, discrètes ou moins discrètes, et nous faire partager la magie d'un lieu d'exception. Donc
Donc là, nous sommes sur le site du Mont Canisy. Il est propriété quasi intégrale du Conservatoire du Littoral, donc on est sur un espace de 25 hectares il est géré par le service des milieux naturels du département du Calvados. On arrive à préserver le site d'une manière constructive et ce qui fait qu'on le rend d'autant plus agréable pour la visite et c'est un outil de communication très très fort localement pour faire percevoir la nécessité de préserver la biodiversité. La mission première, c'est de préserver les espèces qui y vivent. Ensuite, il y a une mission secondaire, c'est-à-dire permettre à des gens qui y habitent à côté de profiter d'un espace dans lequel il y a très peu d'interventions ou des interventions vraiment dirigées d'une manière très fine pour préserver les espèces. On ne protège pas le site pour les orchidées, on protège le site pour plein d'autres espèces, les chauves-souris, les reptiles, les plantes, les oiseaux. Et voilà, peut-être qu'il y a des espèces d'insectes aussi qui sont très intéressantes. Malgré tout, il faut maîtriser un petit peu toutes ces espèces et c'est ça qui est difficile. En fait, cette imbrication, cette mosaïque d'habitat, c'est ce qui crée cette diversité. Si on n'avait qu'un milieu ouvert, complètement dégagé, certes, on aurait des milliers d'orchidées, mais on n'aurait pas un site favorable à l'accueil de centaines de papillons pendant des phases migratoires ou favorable à la reproduction des oiseaux. Ça, c'est une ophrys, l'ophrys araignée. C'est la plus précoce, c'est celle qui va fleurir fin avril, début mai. Donc là, ça, c'est la seule espèce présente sur le site. Sur les 12 espèces, c'est la seule qui soit protégée. Et donc ça, c'est l'orchis grenouille. Même si on est tous bien intentionnés pour aller sur les espaces naturels, malheureusement, les plantes qui pâtissent le plus du tourisme des gens qui cueillent inconsidérément, c'est la couleur et la taille des fleurs. Donc là, celle-ci, elle s'auto-protège un petit peu parce qu'elle est très fine, très discrète, et puis en plus, elle a la bonne idée de pousser un petit peu loin des chemins. L'orchidée, elle a un partenaire souterrain. Ce partenaire, c'est un champignon. Et en fait, si elle pousse ici, c'est uniquement parce que cette espèce de champignon, qui est unique, vit juste sous elle. Et si on la déterre, si on enlève sa terre tout autour, même si on enlève un mètre carré de terre et qu'on le repose ailleurs, le champignon ne va pas retrouver le même contexte de pH et ainsi de suite. Toutes les conditions qu'il y a dans le sol ne vont pas lui convenir et donc il va disparaître, il y a de fortes chances qu'il disparaisse. Et à partir de là, si le champignon n'est plus là, l'orchidée elle va avoir du mal à subsister, voire même elle va mourir. Les gens, quand ils viennent sur le site, on leur parle d'orchidées, donc ils ne s'attendent pas à voir déjà toute cette diversité. Donc là, ils prennent en considération le fait que, il faut la protéger, mais que deux, c'est pas uniquement sur les espaces naturels. Donc chacun peut faire son effort. Et c'est ce que je peux dire à chaque fois que je rencontre des gens. Je dis, moi, ce que je vous dis, vous n'allez pas vous rappeler du dixième de ce que je vous ai dit. L'intérêt et l'important, c'est que vous ayez cette curiosité, que vous regardiez, vous mettiez à quatre pattes et vous posiez des questions. Vous n'aurez pas les réponses à tout. Et puis peut-être que la réponse, vous l'aurez jamais, ou dans 2, 3, 4 ans, au détour d'une conversation, ou parce que vous allez observer quelque chose. Et c'est ça, en fait, il faut être curieux, attentif. Et puis, comme on a vu tout à l'heure, évidemment, quand on rentre dans des zones comme ça, j'invite pas tout le monde à y aller, parce qu'autrement, tout va être écrasé, mais c'est d'être vigilant. On est sur un espace naturel, c'est un bien collectif qui est fragile, et donc, il faut essayer de le respecter et de se dire, c'est pas parce qu'il y a des jolies fleurs que je vais les ramasser, parce qu'une fois qu'on les a ramassées, en fait, il n'en reste plus pour les autres. En fait, c'est un patrimoine, et c'est le patrimoine de tous. Ce que j'aime, c'est quand les gens y viennent sur des animations où je peux discuter avec eux, j'éveille cette curiosité, et puis quand je m'en vais, si je tourne la tête et que je vois qu'ils sont à quatre pattes en train de regarder, de fouiller, de chercher un truc, voilà, c'est bon. En fait, c'est cette curiosité, et de voir que la magie, déjà, elle est juste à ses pieds. Donc il faut essayer de s'abaisser, de se mettre au niveau de la nature et après on pourra la voir. Vu de haut, on ne voit pas grand chose. Si on perd la biodiversité, on se perd. En fait, l'homme il fait partie de l'écosystème. Alors évidemment, il a changé son statut. Avant, ça pouvait être une proie, il y avait des prédateurs, il était mangé. Maintenant, c'est un petit peu lui le prédateur, il domine tout. Et ce qu'il y a, c'est qu'en écrasant tout ce qui a, on va dire, accompagné l'homme dans l'évolution au fil des millénaires, en écrasant tout ça, en définitive, il renie son passé. Et je pense qu'il faut accepter, on va dire, de se laisser embêter par des plantes qui poussent à gauche, à droite, d'avoir un chevreuil qui mange son rosier ou un animal qui crée une perturbation. Mais en fait, on vit sur la planète de la biodiversité. Donc il faut accepter tout ça. C'est des contraintes, mais en fait, c'en est pas.
On est juste en contact avec les choses qui nous ont accompagnés pendant des milliers d'années pour faire ce qu'on est, l'homme. Donc si on écrase tout ça, à mon avis, on renie son passé et c'est pas du tout bon pour l'avenir. Voilà, vous avez vu maintenant le bureau de Pierre. Alors je vous laisse choisir entre le bureau de Pierre, le bureau de Marie. Personnellement, j'aime les deux pour des raisons différentes. Voilà, Pierre nous a amené juste voir vraiment ce qui se passait au ras du sol. J'espère que ça va vous donner à tous envie de mettre votre nez dans l'herbe et de prendre le temps d'observer la magie de tout ce qui s'y trouve. Alors on a des tonnes de questions, donc on va se dépêcher le plus vite possible. Alors une question de Quimper. Que faites-vous pour contrer toutes ces attaques contre la biodiversité? Que faites-vous? La première chose, on achète déjà au Conservatoire du Littoral les terrains. C'est la première action qu'on mène et c'est important parce que c'est plus difficile de faire des choses chez les autres. C'est plus facile quand on est entre guillemets chez soi, mais quand je dis chez nous, c'est à tout le monde. Les terrains qu'on achète sont à toute la nation française. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'allie. On parlait tout à l'heure du colibri qui tout seul va avoir du mal. S'il arrive à s'allier avec les autres, il a une chance d'y arriver. Et donc nous, on va chercher des partenaires, des associations, des collectivités locales, des communes, des départements, des régions, etc. Et tous ensemble, là, on va avoir une chance d'arriver à faire quelque chose. Nous, en achetant, en restaurant les milieux lorsqu'ils ont été abîmés, en les réparant. Et puis, nos partenaires en les gérant, c'est-à-dire en étant sur place tous les jours, à surveiller ce qui s'y passe, à parler avec les gens qui viennent visiter, à trouver des agriculteurs lorsqu'on a besoin d'installer des activités agricoles sur les terrains. Tout ça, ça fait partie des actions qui contribuent à maintenir la biodiversité, parfois même à l'enrichir encore plus. Il y a quelque chose que vous faites aussi tous les deux, c'est l'accueil du public, l'éducation. Vas-y Marie. C'est l'intitulé de mon poste. En fait, je suis chargée de mission éducation à l'environnement. Et une des principales raisons qui m'a donné envie de faire ce métier aussi, c'est que les gens n'ont plus la connexion avec la nature qu'on avait avant. Et quand on les emmène et qu'on leur explique pourquoi est-ce que cet environnement il est si beau, qu'est-ce qu'il faut regarder, justement ce qu'on fait, mettre le nez dans l'herbe, des choses comme ça, et bien tout d'un coup ça devient vachement sympa et on avait envie de le protéger et du coup on va se sentir responsable de cet endroit. On a toujours voulu au Marais du Viguera garder une connexion avec les populations qui sont d'abord juste à côté de nous et ensuite un peu plus loin. Donc vraiment, on est toujours resté ouvert au public. On a toujours voulu emmener des gens pour les sensibiliser parce que ça passe par là. On accueille des classes, des écoles, des enfants, des adultes, des gens qui ont parfois plus de difficultés ou plein de gens en fait. Et le but c'est d'éduquer un maximum de personnes pour que les gens se sentent responsables de ça. C'est ce que tu disais aussi, Pierre, dans le film, quand on t'entend dire que tu es heureux quand tu vois, après une intervention, que les gens se remettent le nez dans l'herbe et puis regardent. La transmission, c'est vraiment important. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est appuyer sur un petit bouton, en fait. Mais on rattache ces comportements-là à des souvenirs. C'est vrai, un souvenir d'enfance. Moi, je fais moins d'animation maintenant, mais j'ai juste cette anecdote. J'ai un site en proximité d'une zone urbanisée à Blonville, et j'ai eu une fois une dame, la responsable du syndic de copropriété, qui m'appelle, elle dit « Vos terrains ne sont pas entretenus, qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. » J'ai dit « Écoutez, madame, je viens sur le terrain pour faire une tournée demain, je vous donne l'occasion qu'on se rencontre, qu'on échange, que je vous explique pourquoi ce que vous considérez comme étant non entretenu a vraiment un intérêt. » Et la dame, elle est descendue, elle avait 70 ans à peu près, et je l'ai emmenée sur ce territoire-là, sur cette petite zone qui était juste en dessous des fenêtres des riverains. Et en rentrant, alors par chance, c'était au mois de septembre, il y avait plein de plantes qui produisent du nectar, et il y avait eu une migration de papillons. Et on est rentré là-dedans, on a eu en fait une envolée de dizaines d'espèces de papillons qui étaient là. Et la dame, les papillons qui s'envolaient, elle les avait dans les yeux. Et elle était quasiment émue de retrouver les choses. Elle me dit, mais c'est magnifique, c'est magique. Ça fait 50 ans que je n'ai pas revu des papillons comme ça. Je dis, voilà, je n'ai pas d'autre raison à vous donner que celle-ci pour vous dire pourquoi on n'entretient pas jusqu'à cette période. Évidemment, après, on allait faucher ce terrain-là. Mais voilà, c'est cette pédagogie, c'est cette... Et faire comprendre aux gens ce qui nous motive aussi, et c'est leur donner des exemples concrets. Et là, c'est ce souvenir d'enfance qui est revenu. Et cette dame, j'en suis certain, elle en a parlé à tous les gens qui étaient en dessous en disant, écoutez, si vous n'êtes pas content, venez voir, il y a des papillons qui sont juste devant chez vous. Ça vous ferait une économie de 20 € plutôt que d'aller à Honfleur regarder la serre aux papillons. Super. Une question de Madame Fromentou. Est-ce qu'on peut planter des roseaux pour sauver d'autres oiseaux? Très compliqué de planter du roseau. En fait, des habitats qui sont en train de disparaître, ce que je disais, c'est des
grandes roselières. Donc planter 2-3 roseaux, ça ne va pas forcément servir à quelque chose. Ce qu'on protège aujourd'hui au Marais, c'est ces grandes étendues de roselières. Le roseau, il n'a pas forcément besoin qu'on le plante. Lui, il va vivre tout seul. C'est une plante qui se développe très très bien et qui, quand il a des conditions adaptées, va justement se ramifier, faire plein, s'étendre en fait. C'est vraiment très facile. Mais par contre, après, il faut que la gestion de l'eau qui soit derrière, elle soit adaptée à ça. Et ça, c'est pas forcément facile partout. Nous, on peut le faire parce qu'on a une gestion que nous, on gère en fait. C'est une gestion artificielle. Nous, on gère les niveaux d'eau pour qu'ils soient adaptés à la roselière. Mais dans des endroits où la gestion de l'eau est plus difficile, où on a besoin de l'eau libre pour pouvoir faire circuler les bateaux ou des choses comme ça, là, tout d'un coup, ça devient vachement plus compliqué. C'est ça. Alors, une question de maîtresse Anne. Nous pouvons aider à protéger la biodiversité, mais est-ce que les animaux peuvent eux aussi protéger leur environnement et se protéger? Y arrive-t-il? C'est peut-être mieux qu'on croit. C'est vrai? On espère en tout cas. C'est positif ça là. On espère en tout cas. Ils ont une capacité déjà à s'adapter. Des fois, on les connaissait sur un certain type de milieu, et puis certains ont une capacité des fois à s'installer dans des conditions différentes, à changer leur régime ou à adapter un peu leur régime alimentaire. Et ça, c'est une forme de protection. Ça permet de se déplacer, d'aller dans des endroits où ils seront moins sous pression. Et puis peut-être qu'aussi, des fois, certaines maladies qui nous tombent dessus aujourd'hui, c'est une forme de résistance ou de protection que peuvent nous envoyer les animaux en disant faites attention, si vous venez trop en contact, il peut y avoir des difficultés aussi pour vous. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même une forme de résilience dans la nature qui est assez forte. En tout cas, c'est l'espoir qu'on peut avoir. Oui, c'est l'espoir qu'on peut avoir. Y a-t-il des plantes comestibles sur le littoral? Plein. Oui. Alors, ce sont des mangeurs de plantes. Il ne faut pas trop communiquer dessus parce que sinon il va y avoir des maraîchers qui vont... Mais mais en effet, il y a énormément de choses qui sont comestibles sur le littoral, oui. Je dirais des dizaines de plantes. On se promène avec quelqu'un qui est averti, évidemment, il ne faut pas se lancer là-dedans sans avoir quelques notions. Mais il y a des plantes facilement identifiables qui sont très très bonnes à manger. Moi, je me rappelle avoir fait une visite dans le nord de la France et le guide nous a fait manger que des plantes. On a bien mangé le soir quand même, mais il y a énormément de choses comestibles. Alors toujours très salées pour la plupart. Mais la salicorne fait partie des plantes les plus connues qui sont comestibles et recherchées. Oui. Tu fais manger des plantes au Marais? Ah non, parce que c'est interdit de cueillir des plantes sur les terrains du Conservatoire du Littoral. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Il y a certains endroits où on peut le faire parce que les endroits sont moins sensibles peut-être, mais à certains endroits, c'est un petit peu pareil, le colibri, mais dans l'autre sens, c'est que si chacun cueille une petite plante, une petite fleur ou petit là, multiplié par le nombre de touristes qui vient visiter l'endroit, ça fait tout de suite beaucoup quoi. Donc il y a des endroits qui sont contrôlés pour le faire. La salicorne, on peut même l'acheter d'ailleurs, parce qu'il y a des endroits où elle est cultivée, mais il ne faut pas l'accueillir n'importe où. Et puis surtout qu'il ne faut pas l'accueillir à n'importe quelle saison et tout, c'est compliqué. Super. Ouh là là, difficile pour vous. La classe de CE2, CM1, le Fossard qui vous demande de donner une définition de l'écosystème. Ne vous épargne pas, ces enfants. Ce sont des spécialistes. Alors, l'écosystème, qu'est-ce que vous diriez? On va essayer de faire une définition accessible. On va dire un ensemble de plantes et d'animaux qui agissent les uns sur les autres, qui sont reliés les uns aux autres, soit parce qu'il y en a un qui mange l'autre ou un qui abrite l'autre. Donc, c'est pas juste des espèces les unes à côté, mais elles agissent les unes sur les autres. Elles interagissent en fait. Ouais. Est-ce que de fait, un écosystème est toujours très grand? Je rajoute une question. Non. Du tout. Ouais, ça dépend des espèces auxquelles on s'intéresse. Comme je disais, il y a des oiseaux qui ont des migrations. L'écosystème, pour eux, c'est presque l'amplitude de la Terre d'un pôle à l'autre. Et puis, il y a des insectes tout petits qui, eux, l'écosystème va tenir dans un verre ou dans des choses comme ça, quoi. Donc, Vous pouvez chez vous fabriquer un petit écosystème dans une petite boule en verre minuscule, mettant quelques mousses, il y aura quelques insectes qui viendront s'y mettre. Un petit écosystème relativement simple avec quelques espèces, mais ce sera un écosystème qui peut fonctionner plus petit que la main. Bien sûr, dans une goutte d'eau, il peut y avoir un écosystème quasiment. Super. Et la complexité, en définitive, c'est que les écosystèmes peuvent s'imbriquer les uns dans les autres, puisque c'est à l'échelle de l'espèce qui y vit. Donc, une espèce qui va occuper un écosystème, on va dire, d'un volume d'1 mètre cube, va être dans un écosystème qui va, lui, faire plusieurs kilomètres carrés, parce qu'il est occupé par une autre espèce. Et il va contribuer à la survie de cette espèce
de l'écosystème plus grand parce qu'il va être mangé par cette espèce. Donc, en définitive, c'est une affaire d'appréciation. Tout dépend ensuite du focus de l'objectif sur lequel on va cibler un petit peu tout ça. Oui, en tout cas, c'est cette interrelation qui est importante. Oui. Et dès qu'on trouble un endroit de l'écosystème, on perturbe tout. On perturbe tout. C'est ouais. ça. Et on met en danger. Il faut en prendre conscience. Ouais, et donc, le moindre geste, on est toujours pareil sur l'effet papillon, le moindre geste qu'on peut avoir va avoir une incidence sur quelque chose. Et on peut excuser les gens quand ils n'ont pas la connaissance de la portée du geste qu'ils ont, mais c'est en faisant de la pédagogie qu'on leur amène à s'ouvrir la conscience, disant ça, vous prenez un chemin qui n'est pas ouvert, vous passez ici, imaginez qu'il y ait un animal qui veuille traverser à ce moment-là, qui refuse parce que vous passez, et en définitive, vous pouvez contrarier la reproduction de cette espèce. Voilà. Ouais. Ça enchaîne avec une question qui a disparu, mais c'est pas très grave, j'avais vu. Ah si, elle est là. Pourquoi certaines plages sont-elles interdites au public? Alors, réponse, de fait. Il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être des plages qui sont particulièrement fragiles ou à une certaine période de l'année, on veut éviter que le public s'y rende, ou en tout cas qui respectent un cheminement bien précis parce que c'est une période de nidification, il ne faut surtout pas déranger les oiseaux par exemple. Il y a des plages qui peuvent être interdites au public pour d'autres raisons. Il y a des plages pour des raisons de propriété privée. Il y a quelques plages privées en France, pas énormément, enfin moins que dans d'autres pays, mais il y en a quand même quelques-unes. Et donc voilà, il peut y avoir une privatisation et des propriétaires qui veulent se le réserver pour eux. Donc, le travail du conservatoire, c'est un peu de faire l'inverse, c'est de racheter pour que ce soit pour tous. Une autre question, est-ce qu'on peut aussi protéger la biodiversité en dehors du littoral? C'est une évidence. En fait, la biodiversité, on a dit, nous sommes dans cette biodiversité et l'homme occupe toute la planète, donc obligatoirement, oui, on agira sur la biodiversité en dehors du littoral aussi. Le geste qu'on a sur le littoral, d'ailleurs, ce que j'incite à faire, c'est le petit geste qu'on a sur le littoral, si on a commencé, il faut le refaire aussi sur le continent et le répéter, évidemment. C'est absolument partout. Oui. Alors, je vous propose de continuer de faire une petite interruption qui va être commentée par Alain. À propos d'un petit animal, le petit gecko vert, c'est ça? Le gecko vert, qui est un petit animal qui vit à La Réunion, sur l'île de La Réunion. Alain va vous commenter les photos et vous faire comprendre pourquoi ce tout petit animal est aujourd'hui en grand danger. C'est ça, hein, il est en grand danger. Et bien Alain, on te laisse commenter les photos qui vont défiler. Voilà, donc on va aller faire un petit voyage dans le sud de l'île de La Réunion pour parler du gecko vert de Manapani, donc qui est une espèce qui n'existe qu'à La Réunion, donc on appelle endémique de La Réunion. Elle n'existe sur aucun autre territoire. C'est un petit lézard qui fait une dizaine de centimètres de long, très coloré, vous voyez. Et il habite sur ces falaises du littoral de La Réunion. Et il est inféodé, c'est-à-dire qu'il n'existe que sur certains types de plantes, comme la levacois, où il pond ses œufs. Et ces plantes elles-mêmes n'existent qu'à La Réunion. C'est un petit lézard qui se nourrit d'insectes principalement. Et comme tous les lézards, il aime bien être au soleil aussi. Donc il a besoin de plantes qui peuvent aller au soleil. Il se nourrit également un peu de ses fruits du vacois. Donc il est totalement dépendant de cet arbre qu'on voit là, le vacois, qui lui-même n'existe que sur place à La Réunion. Donc si l'arbre disparaît, si la forêt dans laquelle habite ce lézard disparaît, ou si on le remplace par d'autres arbres, eh ben, il est tout à fait menacé. Voilà, donc comme on le voit, des jardins ou des villes ont été construites beaucoup sur le littoral réunionnais, et ce qui fait que ce lézard s'est beaucoup raréfié, et qu'aujourd'hui il n'est présent que sur une dizaine de kilomètres au sud de La Réunion. Il n'y a que quelques milliers d'individus, et ce sont les seuls au monde. Et c'est une espèce qu'on appelle une espèce en danger critique d'extinction, donc qui pourrait disparaître dans les 10 prochaines années si on ne fait rien. Alors on ne fait pas rien. Justement, on fait des choses. Ici, on voit quelqu'un qui est en train d'éliminer des espèces invasives qui ont pris la place de la forêt d'origine pour, à la place, replanter des espèces comme ici le latanier rouge, qui sont des espèces endémiques de La Réunion, pour recréer ou restaurer l'habitat du lézard, du gecko vert de Manapani. Donc on a des groupes de bénévoles qui viennent dans des conditions très difficiles, on voit là dans des falaises, on est presque à la verticale, intervenir pour replanter, pour permettre à la végétation favorable au lézard de reprendre sa place. Parce que la végétation exotique n'est pas bonne. Il y a d'autres menaces sur ce lézard vert, et si les animaux exotiques qui ont été introduits, qui n'existaient pas avant l'arrivée de l'homme, comme la couleuvre, qui va manger les œufs du gecko vert. On a également les chats, qui peuvent directement être des prédateurs du gecko vert, et aussi ont été introduits par l'homme. Et puis surtout le rat, qui à la fois mange les œufs du gecko vert et mange les fruits du vacois dont le gecko se nourrit. Donc il est en compétition avec le gecko. Donc il y a des programmes qui ont été mis en place
pour piéger les rats et essayer de mieux suivre leur impact. Voilà, donc on essaye d'intervenir, et puis également parmi les prédateurs, d'autres lézards verts. Celui-là, c'en est un qui vient de Madagascar, qui a été amené par l'homme, qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus agressif que le gecko vert endémique de la Réunion, et qui risquerait de prendre sa place parce qu'il sera plus compétitif que le lézard endémique. Voilà, donc il y a également beaucoup d'actions qui sont menées auprès des propriétaires qui habitent sur le littoral, qui ont des jardins, pour les inciter à remettre dans leur jardin des plantes qui conviendront mieux aux lézards verts, puisqu'il reste quelques lézards verts dans ces jardins du sud de la Réunion. Et donc là, des plantes endémiques qui leur sont fournies gratuitement pour qu'elles puissent, et une explication que leur est fournie pour que leur jardin soit plus accueillant pour ce petit gecko, puisqu'il est vraiment à un stade très critique où tout le monde doit s'unir pour y arriver. Voilà, donc bien évidemment, agir sur les falaises, c'est difficile, c'est long. Et donc l'action du conservatoire, elle vise aujourd'hui, grâce aux acquisitions foncières qu'il peut réaliser, à acheter une partie des terrains agricoles. On voit des champs de canne sur la photo, au-dessus des falaises, pour pouvoir les transformer, les replanter, en refaire des forêts qui, à l'avenir, pourront peut-être permettre d'étendre les zones favorables au gecko vert et étendre sa population pour qu'il sorte de la zone critique et que dans 10 ans, on en ait encore plutôt qu'on aille vers l'extinction. Donc ça, c'est vraiment un exemple passionnant, je trouve, sur le petit gecko, parce qu'il résume presque à lui seul, les grosses problématiques qu'on peut avoir de biodiversité, et là, avec quelque chose de très, très spécifique, c'est que ce joli petit gecko, en fait, il est endémique. Ça veut dire que... Il n'existe que là. Il n'existe que là. Donc, il n'existe que sur ces 10 km. Et à l'état naturel, dans les habitats naturels, uniquement sur des terrains du conservatoire du littoral. Donc on a une responsabilité particulière. Et si on le perd là, on le perd de la planète tout simplement. Ce sera une espèce de moins dans la liste des espèces comme le dodo, comme d'autres espèces qui ont déjà disparu rayées de la liste. Donc notre responsabilité, c'est d'éviter que ça arrive. Ce que j'ai trouvé très intéressant sur cet exemple, Alain, c'est que tu as vraiment démontré qu'il y avait aussi une problématique d'habitat, comme ce dont on a parlé, c'est-à-dire qu'il perd son habitat. Il y a des espèces qui ont été introduites sur l'île et qui ont fermé, ont remplacé... À la fois des espèces végétales qui ont remplacé progressivement la forêt d'origine qui lui était beaucoup plus favorable. C'est une forêt plus sombre, donc il n'a plus le soleil, il n'a plus la forme des feuilles qui permettent de retenir l'eau, les insectes, c'est des espèces qui lui conviennent beaucoup moins bien. Il n'a plus les fruits qui lui convenaient, donc lorsque ces espèces végétales prennent la place des espèces végétales indigènes, ça lui pose problème. Et puis il y a les espèces exotiques animales qui sont souvent des prédateurs redoutables. Voilà, et tout ça, c'était en fait... Quand l'homme introduit, ce que tu disais au début, quand l'homme introduit quelque chose dans un milieu, en fait, tu parlais de cataclysme tout à l'heure, mais c'est bien ça. L'homme n'a pas voulu faire disparaître le lézard vert. C'est un lézard inoffensif, il crée de tort à personne, donc personne n'a voulu le faire disparaître. Mais par le simple fait d'avoir introduit les rats involontairement, les chats volontairement, ne serait-ce que ces deux espèces-là, à elles seules pourraient conduire à la disparition de l'espèce du lézard. Par ailleurs, il a introduit des plantes pour se nourrir, pour se chauffer, et c'était pareil, pas pour détruire le lézard vert, mais ça peut être un effet, si on n'y prend pas garde, évidemment, un effet indésirable. Oui, donc ça c'est vraiment ce sont des constantes finalement sur l'érosion de la biodiversité, des problématiques qu'on rencontre tout le temps. Alors le temps file à une vitesse folle. Pourquoi on protège des orchidées par exemple alors qu'on en voit partout, même sur les bords de route? Qui est-ce qui décide des espèces protégées ou pas? Pierre, je pense que l'orchidée te revient. Alors pour la première partie de la question, pourquoi est-ce qu'on protège les orchidées? En fait, ça, moi je suis favorable à l'idée d'amener les gens sur un site en prétextant, pas en prétextant, mais en disant qu'il y a beaucoup d'orchidées, parce que dans l'idée populaire, l'orchidée est une plante protégée. Et là, je lui donne raison, en fait, à cet enfant qui nous pose la question, c'est qu'en définitive, elles ne sont pas toutes protégées, il y en a partout. L'avantage, c'est que sur un espace naturel, on n'y met pas une pression d'entretien trop forte, et donc, comme on va tondre ou faucher une fois tous les 2 ou 3 ans, on a plein Et elles sont toutes aussi présentes sur les talus, les bords de route, si on ne fait pas l'entretien d'une manière trop poussée ou si on fait l'entretien plus tardif. Moi-même, après, pour mon expérience, on a un jardin, on passe la tondeuse, mais on a regardé dans le jardin, on a des rosettes d'orchidées qui sont au milieu. Il suffit simplement de leur laisser la possibilité de s'exprimer. On fait le tour, on a les orchidées qui poussent. Donc, on ne protège pas particulièrement les orchidées, mais en protégeant les orchidées, en amenant les gens à considérer un site qui est magique parce qu'il y a 12 espèces d'orchidées,
sauf les personnes qui disent non, il n'y a qu'une espèce protégée dans les orchidées, mais sinon toutes les autres qui viennent respectent le site en tant que tel. Après, si on vient me poser les questions, je dis en effet, il n'y a qu'une espèce protégée, il y en a 5 autres qui ne sont pas des orchidées, qui ne sont pas aussi jolies que les orchidées, mais c'est ce qui va amener l'essentiel de la population à considérer le site. En fait, c'est une manière pour toi de les rendre curieux. Il y a l'emblème, l'orchis pyramidale qu'on voit sur cette photo, elle est plus qu'abondante, elle est omniprésente sur les bermes qui sont entretenues, fauchées. Simplement, quand on coupe au mois de mai, c'est la pleine période de floraison, on ne les voit pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, super. Quelles sont les espèces qui sont les plus menacées par l'impact de l'homme? Alors là, dites-moi, qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Elles peuvent toutes l'être. Par contre, il y a des groupes d'espèces où ça s'observe plus facilement, en particulier les oiseaux. C'est des espèces peut-être un peu plus faciles à observer. Et effectivement, là, on se rend compte directement de l'impact de l'homme, et on s'en est bien rendu compte avec la crise sanitaire, avec le confinement d'il y a 2 ans, que dès que l'homme relâche un peu la pression qu'il met sur le milieu naturel, la nature réagit très rapidement. Et j'ai des sites en Guadeloupe, à la Pointe des Châteaux, où on a vu des colonies d'oiseaux se reconstituer cette année-là, qu'on ne voyait plus depuis des dizaines d'années. Pendant les quelques semaines, ça a duré quelques semaines, où on leur a fichu la paix pendant quelques temps. Et dès qu'on a réouvert les vannes, ça a replongé assez vite derrière. Donc c'est des espèces sur lesquelles on arrive à voir quasiment à l'œil nu la pression que met l'homme. Est-ce que ça veut dire que finalement ces espaces protégés, ça permet de créer des zones de tranquillité pour les animaux, mais aussi des zones pédagogiques où vous faites rencontrer la magie de la nature au public pour que peut-être en dehors d'un espace protégé, il ait envie de créer une petite friche, un petit quelque chose qui aura un impact positif sur la biodiversité? Est-ce que c'est ça l'objectif? L'objectif, non, notre objectif, nous, c'est de protéger le milieu. Après, la pédagogie, c'est ça, c'est d'amener les gens à dire ce site, il est riche parce qu'il y a, entre guillemets, une absence d'entretien, il y a du laisser-aller. En fait, c'est un peu contrôlé, on est quand même assez proactif, on a une maîtrise du milieu, mais il est vrai que là, en faisant cette petite friche à gauche, à droite, ça contribue tout de suite à l'objectif qu'on veut atteindre. Mais ces sites, c'est en effet des moteurs à amener les gens. Alors si on avait, on va dire, juste une zone verte tondue tout le temps, on ferait venir les gens sur un espace, on va dire, de nature, mais sans rien dedans, on dirait, c'est pas intéressant. Que là, en fait, on leur fait voir, comme on agit, ça a des résultats. Donc c'est rassurant. On dira, on ne part pas à l'inconnu, puis au pire, on risque 2 mètres carrés de friche, puis on peut regarder, et puis après, on fait toujours, c'est l'engrenage après. Mmh. Il y a une question qui est mignonne tout plein. Comment ont été prises ces jolies photos? Alors moi je peux raconter. Pour ma part, à 4 pattes. À 4 pattes. Marie, les pieds dans l'eau. Avec beaucoup de patience. Les pieds dans l'eau, même en plein hiver, quand il fait très très froid, à rester pendant des heures dans l'eau. Oui, c'est ça. Après, oui, c'est ça, dans le froid, voilà. Avec beaucoup de patience et plein de passion, je pense quand même. Ouais, beaucoup de patience, pas beaucoup d'attente. Donc on ne s'attend pas forcément quand on va faire de la photo, quand on va faire un affût ou quoi que ce soit, on ne s'attend à rien du tout. On y va en ayant une petite idée de ce qu'on aurait envie de faire, mais en restant ouvert à accueillir tout ce qui peut arriver, quoi. Donc vraiment c'est beaucoup d'attente et de moments où il ne se passe rien pendant des heures. Mais quand il y a le petit truc qui se passe qui est magique, on se dit toutes ces attentes ne vont pas servir à rien. C'est ça, c'est cette magie en fait. Il n'y a rien de garanti. On va sur un espace naturel, il n'y a pas de promesse particulière. D'ailleurs, faut pas. Les grands panneaux où on présente toutes les espèces sur un site, ça a un avantage parce que les gens apprennent des choses, mais c'est comme si on leur garantissait de les voir. Alors qu'en définitive, un panneau il est figé, il est là toute l'année et les espèces qu'on leur présente, elles sont là que ponctuellement. Et c'est ça, c'est rentrer sur un site, voir ces espèces, c'est magique. Et si on les voit pas, en fait, il faut pas avoir d'attente. Et que par contre, quand on les voit, il faut savoir apprécier et puis, je dirais naïvement, remercier la bestiole d'être passée, le papillon d'être là, le reptile. C'est un cadeau, en définitive. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouh là là, je ne sais pas si vous allez savoir répondre à ça. Une question de Quimper. Combien d'espèces d'oiseaux y a-t-il en France? Marie, tu sais ça?
Alors en tout dans la France, alors je peux vous dire le nombre d'espèces qui ont été observées au marais du Viguera. On est à plus de 300 espèces d'oiseaux, il me semble qu'on est à 311 aujourd'hui, qui ont été observées au marais du Viguera depuis que le Conservatoire du Littoral a acheté le terrain. D'accord. Ça fait un petit paquet, ouais, c'est plutôt sympathique. On va faire joker, on trouvera peut-être la réponse plus tard. En considérant en plus tous les territoires d'Alain, donc ça peut être... la Guyane, multiplié par 5 ou 10. Ouais. Ça doit être monstrueux. Votre métier est-il un métier difficile ? Je peux répondre à votre place ? Parce que moi, je trouve que ce n'est pas un métier difficile du tout, c'est juste un métier magique. Mais bon, voilà, ça c'est mon point de vue. Alors maintenant, je vous laisse répondre. Alors, quand il faut à 5h30 du matin, même à 4h30 du matin, se lever parce qu'il faut aller compter un tel type d'oiseau, que c'est en plein hiver, qu'il y a à peu près 80 km/h de Mistral, qu'on y va et qu'il fait froid et tout, on peut dire que c'est un métier difficile. Mais en fait, le spectacle est tellement beau qu'on oublie ce côté difficile du métier. Parce que je ne veux pas te plaindre du tout, Marie. Même si j'admire ce que vous faites. Parce que l'entretien des marais est en fait quelque chose de très difficile. Pendant le tournage, on a vu ce qu'il faisait pour entretenir le marais, réparer des brèches. Là, on est en train de parler de choses qui sont extrêmement physiques. Donc oui, c'est... Après, vouloir protéger la nature, ça peut être un métier difficile. C'est parfois un combat. Lorsqu'il y a des gens qui ont construit ou qui veulent ou qui ont des intérêts particuliers et puis qu'on va contre, ça peut se terminer devant un tribunal, ça peut se terminer avec la force publique, avec la gendarmerie qui vient nous aider à démolir de force quelque chose. Enfin, ça peut être parfois difficile. Convaincre un maire de ne pas faire la marina qu'il avait envie de faire, ça peut prendre du temps, ça peut être assez difficile. Mais effectivement, lorsqu'on va sur le terrain, lorsqu'on voit ces merveilles sur la nature, on sait pourquoi on le fait, et tout d'un coup, ça devient beaucoup moins difficile. Pierre, tu fais un métier difficile ? Attends, pardon Marie. C'est ça, ponctuellement, il est difficile, comme le dit Alain, en définitive, c'est d'essayer d'amener les gens à adhérer à notre propos. En fait, pour nous, c'est du bon sens, parce qu'on vit dans cette gestion, dans cette biodiversité. Mais on est des empêcheurs de tourner en rond sur pas mal de dossiers. Quand on lui dit comment vous considérez notre dossier, malheureusement ça rentre pas du tout dans ce qu'on souhaite qu'il se passe sur le territoire. Et là tout de suite on voit que ça chafouine un petit peu, la personne est contrariée et là il faut lutter. Et des fois même on investit des territoires, on modifie complètement l'action de l'homme pour préserver les espèces, parce que les actions précédentes, elles détruisaient, elles dégradaient l'habitat. Donc là, faire revenir en arrière. Alors, il y a des gens qui faisaient ça en ignorant, en fait, qui faisaient du mal. Donc là, on arrive, avec de la pédagogie, à les faire prendre raison, et on redresse la barre. Mais pour d'autres, c'est sciemment, ou alors, clairement, la biodiversité, je ne vais pas dû dire, mais ça passera après leurs intérêts personnels. Donc là, oui, c'est de la lutte, et ça peut être difficile. Et c'est là où, en fait, on peut plus se décourager. Mais parce que on rentre face à dans des dossiers qui sont lourds, du juridique, des choses comme ça. Marie, tu voulais dire quand je t'ai interrompue ? Moi, je voulais dire surtout que, en fait, comme tous les autres métiers, il y a des facettes qui sont difficiles, mais c'est un métier de passion. Et à partir du moment où c'est un métier de passion, au final, on adore le faire. Et moi, je suis très contente de me lever le matin pour aller travailler dans mon marais, même si parfois c'est à 4h30, vraiment. Mon marais, c'est le marais de Marie, mais aussi un peu de Clément et de Leïla et de tous les autres. Mais voilà, mais c'est ça. De toute façon, quand l'appropriation de l'espace naturel, complètement. C'est clair. De toute façon, quand on voit vos sourires, on sait bien que vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Alors, ça file à une vitesse folle. Alors, je voudrais vous montrer un dernier petit sujet vidéo, tout petit sujet vidéo qui a été tourné sur l'île d'Ouessant, en Bretagne, avec un petit message qui me semble vraiment résumer un petit peu tout ce qui s'est dit, même si je laisserai la parole à la fin à nos 3 compères. Donc voilà, un tout petit sujet sur Ouessant, on vous le laisse savourer. La biodiversité à Ouessant, elle est quand même plutôt en bon état de conservation. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas une multiplication des chemins, par exemple, parce que ça crée une fragmentation des habitats. Et évidemment, le dérangement sur notamment les oiseaux qui peuvent nicher sur le littoral.
C'est ça qui est intéressant quand on étudie les oiseaux par rapport à, alors c'est un terme un peu compliqué, on va parler de la phénologie des migrations, c'est-à-dire par exemple le coucou, quand est-ce qu'on va voir le premier ou les premiers coucous arriver depuis l'Afrique début avril, quand est-ce que va arriver le martinet noir, quand est-ce qu'il va repartir et ainsi de suite. Et on peut voir des changements assez discrets pour l'instant, mais sur le très long terme on les verra, ce sera beaucoup plus impressionnant et manifeste. Et un peu, on peut prendre le symbole de l'hirondelle, mais c'est pas rare d'en voir en décembre, en janvier, alors qu'en principe tout le monde dégage vers l'Afrique, quoi. Sortir de chez soi et marcher un petit quart d'heure, aller dans le petit bois, s'asseoir au pied d'un arbre et d'attendre 15-20 minutes. Et là, essayer de se fondre en fait dans cette nature, d'ouvrir grand les oreilles, d'essayer de ressentir la nature. Et là, la nature, elle a toujours un message à vous offrir. Alors, vous nous demandez comment faire pour aider la nature rapidement. Je pense qu'on l'entendait un petit peu à Ouessant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider la nature rapidement? Ah bah alors, les voilà muets. Mais parce qu'en fait, je pense qu'on y a déjà répondu. Il faut tout de suite sortir, mettre les bottes, les tennis ou quoi que ce soit, mettre le nez dehors, regarder. Et puis, c'est ça, s'intéresser à ce qui est autour de nous, apprendre à le connaître. Et puis en le connaissant, on sait ce qu'il faut faire. Et puis après, évidemment, se rapprocher des personnes qui savent un petit peu pour aider, pour accélérer un petit peu tout ça, parce que tout s'apprend. Hein. Nous, ça fait plusieurs années qu'on est sur les sites. Alors évidemment, on maîtrise pas mal le sujet. Et on peut comprendre qu'il y a des gens qui veuillent s'initier et à partir de là, aller soit voir des gardes, des agents, des CPIE ou autres, et puis agir au quotidien, voilà, pour aider la nature qui est autour de nous, autant dans le tri, les petits gestes écologiques du quotidien, et puis dans un espace naturel. C'est ça, regardez. Alors par contre, pas donner à manger ou à boire ou autre chose, on n'interagit pas avec ce qui vit sur un espace. Ça n'a pas été dit jusque-là, mais les bêtes, si elles sont là, c'est qu'elles y trouvent leur place, elles sont toutes seules, et en fait, en gros, quand on vient, on les embête. Donc on n'a rien à faire à les perturber, on les laisse tranquilles. Ça, c'est aussi un geste qui est très important dans la nature. Il ne faut pas interagir avec les espèces qui sont autonomes. On ne leur rend pas service. Marie, qu'est-ce que tu rajoutes à ça pour agir rapidement? Rapidement, c'est s'intéresser à ce qui est juste à côté de chez nous, en fait. On n'est pas forcément obligé de venir. Alors, je vous encourage à venir dans les espaces naturels protégés, bien sûr. Venez au Marais visiter, allez en Normandie visiter. Franchement, c'est génial. Mais il y a des choses qu'on peut faire très très proche de chez soi, en fait. Dans son jardin, sur son balcon, dans le parc juste à côté. Donc là, on va voir des effets qui vont arriver très très vite, en fait. Alain? Tout à fait, c'est ça, c'est laisser des endroits où on va laisser la nature un tout petit peu tranquille, et ça peut être 1 ou 2 mètres carrés s'il n'y en a pas plus, ça peut être tout petit, et observer ce qui se passe. Ça, c'est la première chose qui peut être faite rapidement et qui peut donner de grandes idées après. C'est un joli mot de la fin quand même, je trouve. Je sais qu'on a plein encore de questions, mais vous avez été tellement curieux et pourtant ça fait plus d'1 heure et demie qu'on est avec vous. On serait bien resté un peu plus longtemps, mais là ça ne va pas devenir raisonnable du tout. Moi je tenais personnellement à beaucoup vous remercier. Vous remercier de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de faire de belles images, de nous avoir donné des images, d'avoir commenté, d'avoir, j'espère, transmis votre passion à tous ces jeunes qui vous écoutent, de les engager à prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour d'eux, d'aller faire un tour dans la nature, d'être curieux, parce que quand on est curieux, on s'émerveille, quand on s'émerveille, on a envie de protéger, donc ça va tout seul. Je voulais remercier aussi vraiment beaucoup, vous tous qui avez pris le temps de réfléchir à ce qu'était la biodiversité. Remercier toute l'équipe du littoral, du Conservatoire du littoral bien sûr, et tout particulièrement la Fondation Procter & Gamble, sans qui cette émission n'aurait jamais pu se faire et tous ces tournages non plus. Donc cette émission, vous allez pouvoir la revoir sur le site du Conservatoire du littoral dans très peu de temps. Je pense lundi ou mardi, elle sera disponible. Faites-la circuler, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour la biodiversité. Et d'ici là, on vous souhaite plein de curiosité.